Salut à tous. Salut. Bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. On est sur le format hebdomadaire, on est sur les Restons Connectés numéro 14. Je suis Jarod, voici Rolly. On va vous parler d'actualité aujourd'hui. Alors on a été habitué à l'opulence, comme dirait un certain membre de notre gouvernement, c'est fini l'opulence. Donc on a fait avec l'actualité qu'il y avait cette semaine. Il y a eu des semaines plus chargées que d'autres. On va pas se mentir, c'était pas très chargé, mais on a réussi quand même à vous sortir quelques petites infos là qu'on va pouvoir vous exposer aujourd'hui. Mais avant toute chose, un petit remerciement à Jonathan Tapti qui nous a envoyé un message cette semaine et qui nous a demandé en fait si on avait un Tipeee et on lui a dit qu'on n'en avait pas. On a remédié à la chose déjà parce que voilà, à partir d'aujourd'hui, on peut vous le dire, on a donc mis un Tipeee en place si jamais certains d'entre vous souhaitent faire un don histoire de nous accompagner dans ce projet de podcast qui est Tatami Connexion. Donc n'hésitez pas à ce moment-là. Mais en tout cas, Jonathan n'a pas attendu que le Tipeee soit mis en place parce qu'il a décidé de nous faire un don à sa manière, c'est-à-dire avec un bon Amazon qui va nous permettre d'acheter du matériel qui est déjà commandé, qui va arriver dans les prochains jours. D'une ring light pour Monsieur Rolly qui, bon là, on a de la chance, il fait jour, donc ça va, on voit un peu son visage, mais quand il enregistre de nuit, laisse tomber, on a l'impression qu'il est dans une grotte, donc ça va nous permettre… Est-ce que je suis dans une grotte? Non, c'est faux. Tu es dans une home, c'est marqué derrière toi. Donc ouais, ça va lui permettre d'avoir son éclairage et puis on va avoir un petit adaptateur aussi pour les problèmes de son qu'on a des fois avec la caméra, qui est liée avec notre micro. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, ça nous a permis d'acheter un petit peu de matériel. Donc un grand merci encore une fois. Je lui ai dit 1 milliard de fois par message. Un très grand merci. Ouais. À toi, Jonathan, de nous accompagner dans ce projet. Donc voilà. Donc si jamais vous voulez faire un don, n'hésitez pas. Le lien sera en description. En plus, avec du rime, c'est un petit peu mieux. On l'avait pas fait jusque-là parce que voilà, on fait ça comme ça par plaisir. On fait ça parce que ça nous fait kiffer en fait de faire ce podcast-là. Deux pipelettes qui parlaient dans leur coin. On a décidé de parler à voilà quelques centaines de personnes aujourd'hui, donc ça c'est bien. Mais voilà, on se sentait pas encore légitime pour ça. Il y a eu une demande. Qui dit demande dit légitimité. Donc voilà, le lien Tipeee est mis en place. Donc voilà, c'est pas une obligation, mais si jamais vous voulez, avec plaisir. Bref, alors, on va commencer les actualités avec un petit retour justement sur… ce ne sera pas un retour sur le match de Grasso Valentina Shevchenko, mais c'est plus en fait le fait de parler de l'avenir de cette catégorie. Parce que voilà, il y a eu le match nul le week-end dernier donc entre Alexa Grasso et Valentina Shevchenko. Valentina qui voulait récupérer sa ceinture qu'elle avait perdue par soumission justement face à Grasso il y a de ça quelques mois. Donc là, c'était l'opportunité pour elle de le faire. C'était à l'UFC Noche. Et en fait, ce combat a fini, comme je l'ai dit, en match nul, avec un match nul qui est, alors, pas déconnant sur le papier. Enfin, pour moi, c'est pas le match nul qui est déconnant. Même si pour moi, en ayant revu le combat ce matin, j'aurais une victoire de Grasso. Ah, moi, je vois Valentina. Ah ouais? Ouais. Non, on en parlera, on va en parler. Une victoire de Grasso, mais donc c'est pour ça, tu vois Valentina, je vois Grasso, donc forcément le match nul, il est pas déconnant. Le problème, c'est en fait c'est ce juge qui a mis un 18 sur le dernier round qui était… Alors tu vois, c'est là où en fait à première lecture, je le pensais serré et je le trouve pas si serré que ça. Donc c'est pour ça que je donne Grasso vainqueur justement de ce combat. Mais un 18 sur ce round-là prête à polémique, entre guillemets. Donc c'est ça le souci. C'était très serré, le combat très serré. On a une théorie d'Alexandre Herbinet, tu sais, notre confrère de RMC, du RMC Fighter Club, qui a fait un thread sur Twitter, enfin sur X maintenant, pour essayer de parler en fait de ce 18 et du règlement de ce 18 qui implique dans la théorie que tu n'as pas besoin de dominer outrageusement tout le round pour avoir un 18. Normalement, dans la règle, dans la véritable règle, quand tu reprends le règlement, tu peux dominer 2-3 minutes sur le combat et avoir un 18. Maintenant, c'est vrai que dans les faits, le 18, c'est quand même quand il y a une véritable domination à sens unique, on va dire, d'un des combattants. Parce que si jamais il y a 18 sur ce round, il peut y avoir 18 sur d'autres.
d'autres rounds de ce combat-là, notamment le round 2, je crois, non, attends, je sais plus, celui où il y a la tentative de guillotine et tout ça de Shevchenko. C'est le round 2? C'est le Je crois. 3, je crois. 3. Bref, le 2 ou le 3. Ce round-là, par exemple, on aurait pu mettre un 18 aussi de la même manière. Parce qu'il faut savoir, et je l'ai su il n'y a pas longtemps, mais je ne le savais pas, je sais pas si vous le savez, je ne sais pas si toi tu le sais aussi, le 17 est possible aussi. Tu es au courant de ça? Je l'ai jamais vu. Il y a Je l'ai déjà eu? Je ne sais pas, mais c'est en passant le BMF2 de la FFKMDA, je dis n'importe quoi, de la FMMAF, c'est pas la même fédération, de la FMMAF que j'ai vu que le 17 était possible. Ce qui, en soi, va dans le sens de la théorie de Monsieur Herbinet. Attends, maintenant je pense que le 17, il arrive uniquement quand il y a un 18 et qu'en plus tu as un point de pénalité. Je pense que c'est le seul moyen d'avoir un 17. Alors, là, dans les faits, si on prend la logique de comment sont jugés les combats aujourd'hui, oui. Maintenant, si tu regardes bien, c'est dans mon souvenir. Alors après, j'en pouvais plus à ce moment-là dans ma formation, donc j'ai pas tout le détail. Il aurait peut-être fallu que je re-regarde. Mais je pense que justement, si le 18 n'est normalement pas aussi dur à obtenir que ce qu'entend Monsieur Herbinet, Alexandre, dans sa théorie, en fait, le 17, normalement, aurait la place du 18, entre guillemets. Ce que je veux dire, et serait en fait la véritable domination serait ce 17. Bon, maintenant, quand on met ça de côté, en sachant que le juge qui a mis un 18 à Grasso, a mis plusieurs 18 dans cette UFC. Enfin, tu vois, c'est pas le seul cas où il a mis des 18. C'est vraiment lui, pour le coup, s'il se réfère à cette règle, il le fait de la bonne manière. Après, est-ce que c'est lui qui est en tort ou est-ce que c'est lui qui fait une faute? Je ne sais pas. Selon Dana White, c'est lui qui fait une faute. Selon beaucoup d'ailleurs, presque tout le monde d'ailleurs, c'est lui qui est en faute. Mais bon, en tout cas, il y a peut-être une justification là-dessus. Ouais, selon Dana White, le juge, il est en tort. Oui, parce qu'il a même dit. Pour lui, à 19. Pour lui, il y a 19. Pour qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le coup, il a même dit il devrait y avoir une enquête de fait. Enfin, dans l'idéal, il devrait y avoir une enquête de fait pour voir pourquoi ce juge en fait a mis ce résultat-là sur ce round-là et puis pour le sanctionner si jamais c'est pas justifié quoi. Mais ça me tue, ça. Comment tu peux faire une enquête sur un truc où c'est ton propre ressenti, en fait? Si lui, il juge qu'il y a 18, sur quoi tu peux faire une enquête? C'est ça, c'est ça. On est d'accord. Après, c'est parce Mis que à part creuser, voir s'il y a un conflit d'intérêt entre le juge et les combattants, c'est le seul truc où tu peux enquêter, en fait. Parce que au niveau du scoring, le mec, il voit ce qu'il voit, il juge ce qu'il veut. exactement. On est d'accord. Mais de toute façon, le match nul a surpris tout le monde parce que quand tu vois, quand Bruce Buffer rentre dans la cage et dit à l'oreille à Sean, j'allais dire à JB Shelby, il n'est pas du tout matchmaker de l'UFC, mais qui est manager de la Bulgarian. BTT. Mais Sean Shelby, quand Bruce Buffer lui dit à l'oreille qu'il y a match nul, je sais pas si tu as vu la vidéo, il fait une tête genre, c'est incompréhensible. Vraiment, c'est pas normal. Donc, En fait, je pense qu'au-delà de ça, au-delà de la surprise du résultat, je pense que surtout, ça plombe une caté, un match nul entre champions. C'est surtout ça le problème. C'est que ça amène automatiquement un rematch. ça amène automatiquement un rematch. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais on va en parler dans un deuxième temps. Moi, c'est marrant. Tu te souviens de la théorie que j'avais dit il y a quelques temps, où un juge pouvait sur le dernier round faire en sorte de réévaluer sa décision. Ce qui n'est normalement pas possible. Je dis ça, normalement, c'est pas du tout possible parce que le MMA est jugé round par round. Donc, si tu as jugé tes rounds de cette manière-là, derrière, tu dois être honnête aussi sur le dernier. Mais t'as quand même, les juges restent humains, entre guillemets, et avec ce système-là, en fait, tu peux pas te rajuster et te raviser si jamais en fin de combat, tu estimes que, par exemple, il y a égalité là, dans ce cas-là. Tu vois, dans le sens où ce combat il a été très serré, il y a eu des phases, c'est pour ça qu'il est magnifique ce combat, hein. Il y a eu des phases pour Grasso, il y a eu des phases pour Shevchenko, il y a eu des phases debout, en boxe, il y a eu des phases en lutte, il y a eu des phases au sol pour les deux.
c'est super dur à juger ce combat. Donc effectivement, il y a des rounds qui sont clairement pour Grasso, des rounds qui sont clairement pour Shevchenko. Mais quand tu regardes l'entièreté du combat, tu te dis qu'un match nul n'est pas déconnant, tu vois. Et c'est possible que ce juge-là ait comment dire, réajusté le tir en faisant en sorte de provoquer justement Un ce match match, nul. tu vois. C'est possible, hein. Ça aussi, c'est une théorie que personne n'aborde, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je le dis. C'est possible que certains juges fonctionnent comme ça. Ouais, c'est possible. C'est possible, mais tu peux pas le prouver de toute façon. Non, on peut pas le prouver. Mais dans ce cas-là, ouais, c'était, si, tu vois, si jamais il avait anticipé que ça allait être serré sur ce round-là et que chacun des deux juges allait donner la victoire à l'une ou à l'autre, le fait de mettre ce scoring-là, c'était la certitude d'atteindre justement le 47-47, quoi. Hmm. Donc dur. Maintenant, donc toi, tu vois Shevchenko gagner. Bah, si je fais round par round, ouais, je lui donne 3 rounds. Mais je peux entendre que Grasso gagne, hein. Et tu- En fait, le match nul, il me va. la question, c'est est-ce que tu donnes le troisième round à Shevchenko? Ou est-ce que c'est Je donne le 3, je donne le 1, 3, 4. 1, 3, 4? D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Parce que le dernier, il est clairement à l'avantage de Shevchenko, parce que de Grasso, dans le sens où celui-là, il a fait polémique, mais en vrai, quand tu regardes bien les phases debout du début du round, en fait, je voyais ça plus à l'avantage de Shevchenko en première lecture, tu vois. Et finalement, quand tu regardes bien, il y a des échanges de part et d'autre. Il y a des belles esquives aussi de la part de Grasso. Il n'y a pas un ascendant sur la boxe en termes de dégâts et de dangerosité qui soit suffisant pour lui faire gagner le round quand tu vois la deuxième moitié en fait du round où Grasso l'amène au sol, lui prend le dos, risque de la soumettre, en même temps la frappe et la contrôle. Il y a du dégât, il y a tout dans ce round qui va dans le sens de Grasso et pas de Shevchenko. Et donc, pour moi, elle s'impose dans ce combat. En tout cas, c'est tellement serré entre ces deux combattantes que ça se joue à pas grand-chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que un rematch, pour moi, n'est pas forcément justifié. Alors, le fait que ça soit match nul, ça l'implique, tu vois. Mais ça serait pas déconnant que Grasso affronte une autre adversaire pour moi. Bah, pour moi non plus. Maintenant, à voir ce que veut faire l'UFC, parce que Valentina, ça reste la GOAT, ou une des GOAT, en tout cas, avec Amanda Nunes du MMA féminin. Donc, Ouais. je pense que maintenant, en termes de niveau, de ce que j'ai vu, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que Grasso, s'il y a un prochain combat, elle va encore monter quand Valentina elle va encore descendre. C'est mon ressenti, tu vois. Je pense elle va gagner de plus en plus clairement, Grasso. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'en fait, elle prend confiance dans le fait que même debout, en fait, là où normalement Valentina devait régner sur ce combat, même debout, elle arrive à lui tenir tête. Et Bah, avec, pour moi, c'est même là qu'elle est dangereuse, hein. ouais, Bah, debout et au sol, sa faiblesse, on l'a vu, c'est sur la lutte. Mais en tout cas, debout, elle est beaucoup plus puissante. En anglaise, elle touche dur. Il y a eu des phases de genoux où elle allait là. Franchement, elle lui a fait mal. Tu sentais qu'elle commençait à plier Shevchenko. Non, elle est dure, Grasso. de genoux, de coude aussi au clinch, ses contrôles en Singer Colata, il a été où elle vient mettre ses uppercuts et tout ça. Oh oui, là, elle lui a fait très mal. Et tu sens qu'elle est bien plus puissante. Ouais, elle est bien plus puissante. Au sol, alors effectivement, Valentina, par contre, on sait qu'elle est douée au sol et ça s'est vu dans ce combat parce que ses attaques de soumission et tout ça, elles étaient quand même vachement bien amenées et très bien faites. Maintenant, on voit qu'en termes de défense, Grasso, c'est impressionnant parce que la sortie de guillotine qu'elle fait, enfin, tu vois, la défense de guillotine qu'elle fait, qui était dans la condition dans laquelle elle était, en fait, c'était une guillotine qui normalement était censée passer. Dans le Ça m'a sens, fait penser à Volka Ortega dans la position. ouais, un petit peu, ouais, ouais, ouais. Sauf que Donc, tout de suite, elle a réussi à dégripper très tôt le bras. Et en plus, elle s'est mis un peu de côté. Donc, il n'y avait plus l'angle elle avait plus l'angle, en fait, pour mettre la guillotine. Elle était de côté. ouais. Tu sais, elle s'est orientée un petit peu. Donc, non, c'était parfait. Défensivement, c'est parfait ce qu'elle fait.
Oui, parce que normalement, quand tu prends une guillotine et que tu te retrouves avec ton adversaire en monte sur toi, en fait, tu peux plus sortir les hanches, tu peux plus prendre de la distance normalement. Donc, ça se joue au millimètre. Comme tu l'as dit, ça joue à la position. Donc, le fait de bien en fait soulever les hanches de l'adversaire pour pas qu'elle puisse justement plaquer ses hanches contre toi et renforcer sa guillotine. Elle l'a super bien faite. Bon, Même la défense sur le Juji, hein. Enfin, le Juji, il arrive à la fin, mais tu sens qu'elle l'aurait pas pris. Tu sais, il y avait Valentina dans son dos. Elle l'a fait basculer. Valentina, elle prend le Kimura grip, elle attaque le Juji. Mais tu sens qu'elle est bien posturée, elle a bien croisé ses bras, elle a commencé à la tasser. Elle l'aurait pas pris le Juji. non, non, elle l'aurait pas pris. Et puis dans les scrambles, elle était souvent en position de force. Après, tu vois, quand elle attaque c'est en fin de quoi? Quatrième, où elle attaque la clé de talon. Oui, c'est en fin de quatrième. Ça tourne, elle attaque la clé de talon. Après, bon, sa clé de talon, elle était perfectible parce que bon, ça joue à l'ordre du détail, mais ça c'est mon côté leg locker, tu sais. Quand on attaque une clé de talon, on l'attaque pas au niveau de l'avant-bras, on l'attaque au niveau presque du poignet. Tu vois, quand tu viens loquer, c'est au niveau du poignet ici qu'on vient caler le talon. Si tu le mets plus loin, en fait, tu n'as pas suffisamment de levier sur le talon pour pouvoir être efficace dans ton étau, en fait, tout simplement. Donc elle était mal positionnée. C'est pour ça qu'à chaque fois, elle ripait et qu'elle n'arrivait pas à la mettre parce qu'elle se positionnait pas bien. Et puis en plus de ça, Shevchenko, elle était au-dessus d'elle. Enfin, tu sentais que dans sa position, elle était stable. C'était compliqué de la contrôler pour serrer bien tes jambes en fait pour pouvoir finaliser. Mais quand même, le fait que dans le scramble, elle ait réussi à prendre cette clé de jambe et cette clé de talon et de la tenter, tu vois, tu sens quand même que dans les phases de sol, même s'il y a eu des moments à l'avantage de Shevchenko, elle est quand même un cran au-dessus, tu vois. Je sais pas si elle a un cran au-dessus. Ça se vaut pour moi. J'ai l'impression que techniquement, sur le global, Shevchenko, elle est meilleure Ouais, au sol. Mais Grasso, elle a toutes les sorties, en fait. toutes les... Ouais, défensivement, elle est au point. ouais, non, défensivement, elle est au point. Mais ouais, non, en tout cas, c'est super intéressant. Alors, ce combat à revoir, en fait, je suis partagé. C'est à la fois quand je vois le combat qui s'est passé là, je me dis oui, c'est intéressant de revoir un troisième combat parce que tu sais que de toute façon, ça va être un combat qui va être comment dire, technique ou qui va être varié, qui va être âpre, qui va nous permettre en fait de prendre du plaisir à regarder un combat et d'autant plus un combat féminin parce que c'est pas toujours le cas aussi avec les combats féminins. Mais à la fois revoir une troisième fois les deux s'affronter. En fait, j'ai de plus en plus de mal avec les KT bloqués sur des trilogies, des quadrilogies, quadrilogie, je sais plus. Je te laisse te débrouiller avec ça. Mais ouais, bon, on l'a vu avec Figueiredo Figueiredo Moreno, Moreno. Daniel Cormier contre Miocic. Là, on a donc Valentina contre Grasso. Tu sais, au bout d'un moment, en fait, ça bloque une KT. Ça retarde encore plus d'autres personnes qui sont en train de monter. Et C'est ça. En fait, je suis d'accord avec ça quand la KT est vide. Tu vois, quand la KT est vide, bon, bah vas-y, faites une revanche. Si les deux champions sont vraiment au-dessus de tout le lot, faites une revanche. De toute façon, la KT, ça laissera le temps aux autres de monter et d'avoir un peu de buzz. Mais là, la KT, elle n'est pas vide, en tout cas. Là, il y a de quoi faire derrière. regarde Figueiredo Moreno, on pensait que la KT était vide parce que en fait, il y avait ces combats-là qui se sont enchaînés. Mais quand tu regardes, voilà, quand il y a, comment il s'appelle, Pantoja qui est arrivé, et finalement, il a pris la ceinture. Ouais, mais il a eu du temps pour arriver. Ils ont fait 4 combats, hein. Ils ont fait 4 combats, mais enfin, Pantoja, il avait déjà battu Moreno par le passé. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui a explosé sur le tard. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait très bien pu affronter l'un des deux bien, bien plus tôt. Il aurait été aussi performant. Justement, c'était le risque de le voir plus vieillir que d'être plus performant. Tu vois ce que je veux dire? Après, j'ai plus le souvenir dans la caté de Miocic Cormier à l'époque, si quelqu'un pouvait revendiquer une chance au titre à ce moment-là. J'ai plus ce souvenir-là. Mais là, pour le coup, tu vois, il y aurait pu avoir un Pantoja qui pouvait émerger plus tôt, tu vois. Et là, on a deux personnes dans les personnes de Fioro et Blanchfield qui sont là, qui sont dans les starting blocks pour essayer d'avoir leur chance au titre. Et au final, elles vont être retardées d'autant. Ça veut dire qu'elles vont être retardées d'un an, quoi, presque. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, un an.
Ah non, avec. puisque Valentina s'est cassé le pouce au premier round. Donc, si il y a revanche, de toute façon, il faudra soigner cette blessure. Donc, ça sera pas avant 6 mois le combat revanche, environ. Oui, oui, Donc, oui. ouais, ça tue la KT. Ça tue la KT. Alors, le problème que j'ai aussi avec ça, c'est que il va y avoir une demi-finale, je pense, entre Fiorot et Blanchfield. Et le truc qu'il y a, c'est que quand tu as déjà fait le taf, tu vois, je pense à Manon Fiorot, tu vois, qui a déjà affronté la crème de la catégorie. Tu vois, tu as déjà fait le taf, tu as déjà affronté tout le monde. Là, tu as battu Rose Namajunas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Elle est légitime à aller chercher le titre. Et derrière, il va falloir qu'elle se casse les dents sur une Blanchfield qui n'est pas forcément un profil facile. Parce que, et tu les vois d'ailleurs, les deux, tu vois, il y en a une qui sait qu'elle a fait plus le travail que l'autre. Parce que les deux ont fait une sortie derrière ce match nul. Donc il y a Fioro qui a tweeté tout de suite que c'était son moment. Donc elle a dit, voilà, c'est le moment, c'est pour moi, il faut que je le fasse. Bon, après ça c'est autre chose, mais il y a Cassata, il y a Axel Sola et Virgin Hogan qui pensent qu'il y a 90% de chances que Manon ait le title shot. Bon, finalement, il s'avère que non, puisque on a vu que Dana White était sorti en disant que c'est ce qu'il fallait faire, cette trilogie. Donc voilà, il a acté le fait que ça se ferait. Et t'as Blanchfield qui, elle, qui déjà est passée devant Manon Fiorot, on ne sait pas trop pourquoi dans le classement, parce qu'elle n'a pas combattu. Elle n'a pas combattu après Manon, après l'UFC Paris. Donc, Non, elle a combattu le 26 août. oui, elle a combattu juste avant. Mais là, elle est repassée devant Manon Fiorot. Elle est numéro 1, là où justement Fiorot est 2. Move de l'UFC, je pense. Move de l'UFC pour obliger ce combat, tu vois. Mais c'est pas légitime. C'est pas légitime parce que là, il y en a une qui combat Rose Namajunas, qui a combattu Chookagian, qui était numéro 1, et l'autre, elle a combattu Andrade. Enfin, tu vois, c'est Elle a combattu, son dernier combat, c'est Tayla Santos. Taila Santos, oui, c'est vrai. Mais Euh, juste avant Andrade, ouais. mais juste avant Andrade. Donc, bon, on n'est pas dans la même classe, enfin, tu sais, en termes de classement, quoi. Blanchfield, donc elle est passée devant au classement. Elle aussi, elle veut être sur le prochain title shot, ça c'est normal. Elle a raison, elle prêche pour sa paroisse, mais elle, la différence, c'est qu'elle n'est pas fermée à affronter Fiorot. Elle dit que si jamais il y a un combat pour affronter, enfin, de demi-finale avec Fiorot, elle le prend avec grand plaisir, parce que de toute façon, elle pense pouvoir la battre sans problème. Je pense que ça va être inévitable de toute façon. Ouais, ouais. Et je pense que de toute façon, Fiorot n'aura pas le choix que d'accepter. En fait, de toute façon, si elle était classée numéro 1, Manon, elle pourrait jouer la carte de j'attends. Tu vois, comme il y a plein de combattants qui font ça. J'attends. Je suis classé numéro 1, je suis sur ma série de victoires, j'attends le prochain title shot. Sauf elle est pas numéro 1. Et ouais. Ça Bon veut dire move. que si elle fait ça, bah ok, bah attends, mais le prochain, ça sera pour Blanchfield. Exactement. Surtout que Blanchfield, elle, comme elle a dit qu'elle affronterait volontiers Fiorot, tu vois, l'UFC aime ça, en fait, quand les combattants refusent aucun combat. Surtout quand on leur laisse pas le choix. Donc oui, effectivement, l'UFC fera passer en priorité Blanchfield à Fiorot. Eh oui, eh oui. Combat facile, combat difficile, les deux? Comment ça se passe à ton avis, Fiorot, ce combat-là, est-ce qu'il est facile pour elle? Est-ce qu'elle a ses chances? Est-ce qu'elle a pas ses chances? Oh, J'ai bah oui, regardé, elle a ses chances. bah oui, non, mais on est d'accord. J'ai regardé un peu Blanchfield, parce que bon, voilà, vous nous connaissez, hein, nous on analyse les combats quand on doit les analyser. Maintenant, on ne suit pas forcément tout le monde parce qu'on n'a pas le temps à l'UFC. Blanchfield, de très bon niveau au sol, puissante, bonne lutte. Euh, Bonne soumetteuse, c'est qu'à l'instinct de la soumission. Quand même un combat qui est pas forcément simple. De toute façon, il n'y a pas de combat simple, là. Dans le top 3, là, il y aura pas de combat simple. Maintenant, est-ce qu'elle a ses chances? Oui, clairement. Elle a ses chances contre tout le monde. Mais oui, mais bon, c'est une embûche de plus sur sa route, tu vois. C'est ça. Non, mais quand je disais pas un combat simple, c'est que tu as des combats quand même qui stylistiquement sont plus faciles que d'autres. Tu vois. Là, le côté jiu-jitsu brésilien à outrance, les bons contrôles, les bonnes soumissions, les bonnes positions et tout ça, c'est quand même un profil qu'elle n'a pas forcément, à part avec la framboise, il y a de ça des années, tu vois. C'est quand même un style qu'elle n'a pas retrouvé depuis un moment.
Après, on sait que Manon Fiorot est une bête, d'où son surnom, et que pour l'amener au sol, il va falloir s'accrocher parce qu'elle nous l'a encore prouvé là face à Rose Namajunas. Elle est très solide. Tu vois, pour se relever, elle se relève tout de suite. On en avait parlé quand on l'a analysé. Elle se relève avec force, avec violence, et tout de suite, elle laisse pas l'opportunité à son adversaire d'avoir une once de moment où elle pourrait la contrôler. Tu vois. Maintenant, encore une fois, on n'a pas vu Fiorot véritablement au sol avec quelqu'un qui maîtrise la discipline. On sait ce que nous dit Cassata, c'est-à-dire que elle a le niveau d'une ceinture noire et qu'elle normalement elle devrait avoir si elle ne l'a pas déjà. J'ai pas suivi le dossier, mais qu'elle est très complète au sol et qu'elle s'entraîne avec des ceintures noires de gros niveau. On le sait que de toute façon ils ont un bon niveau dans son club, dans la ah vas-y, Boxing Squad. À la Boxing Squad. Tu n'as pas voulu m'aider, hein, foiré. Non, j'avais un trou, moi aussi. À la Boxing Squad. Donc, on sait très bien qu'ils ont un bon niveau au sol. On le voit avec Sola, on le voit avec Virgin Hogan, tu vois. Donc, on sait que c'est pas un club de strikers, tu sais, qui n'a pas de, comment dire, de prof compétent ou de sparring compétent pour le sol. Donc, je peux le croire. Je peux croire Cassata. Maintenant, dans les faits, dans la cage, on l'a pas vu. Donc, moi, là où ça pourrait m'intéresser, par contre, c'est de voir avec Blanchfield comment Manon va répondre à quelqu'un qui va essayer de l'amener au sol et qui va avoir un bon sol. Parce que quand elle va affronter une Grasso ou une Shevchenko, seule la boxe ne suffira pas. Parce que les deux, surtout avec Valentina, si elle reprend son titre, là, on l'a encore vu, niveau lutte, elle est quand même très forte. Elle est quand même très forte. Bon timing, bon sol. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que très Ouais. complète. Après, Grasso, défensivement en lutte, elle est vraiment pas ouf, hein. Des fois, j'ai presque l'impression qu'elle accepte les takedowns. C'est possible. Comme toute personne bonne au sol, tu sais, qui se prend pas la tête à forcément défendre, en fait. Parce qu'elle sait qu'au sol, elle gérera. Comme plein d'autres combattants, tu sais, on en parle souvent, toi et moi. Donc pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être un bon dernier test. D'ailleurs, elle en avait parlé, hein. Elle voulait l'affronter. C'était soit Rose, soit Blanchfield. Donc, euh, donc pourquoi pas. Écoute, pourquoi pas. Moi, je veux bien voir ce test. Déjà, ce combat m'intéresse, pour le coup. Même si je suis quand même dégoûté qu'elle n'ait pas sa chance au titre tout de suite parce qu'elle le mérite. Mais ce combat m'intéresse beaucoup. Et ça va nous donner des réponses et des choses à analyser pour justement le combat contre Grasso ou Shevchenko, le moment voulu. Ouais. Bah après, faut voir, hein, parce que il a parlé de la trilogie, mais on sait pas. On sait qu'elle a le pouce cassé, mais on sait pas combien de temps ça va durer. Donc une opération, on sait jamais combien de temps ça va mettre pour revenir. Pourquoi? Il y a, Sûr qu'il y aura opération? je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, une blessure, enfin, tu peux te recasser la main, c'est une galère. Les doigts, les mains, c'est une galère pour reprendre l'entraînement. Et il y a Grasso qui a dit que elle n'était pas forcément pour la trilogie parce qu'elle sait que ça bloque la KT et qu'elle voulait bien offrir le combat aux autres contenders parce qu'elle s'est retrouvée dans cette position et qu'elle sait ce que c'est. En gros, Ouais. elle veut enchaîner. Oui, oui. Bon, et puis après, je pense aussi qu'elle sait que Shevchenko, tu vois, ça peut se jouer à rien et qu'elle peut récupérer la ceinture aussi. Donc je pense qu'elle veut aussi avoir la possibilité de combattre d'autres personnes pour aussi, voilà, voir autre chose. Enfin, tu sais, je pense que ça doit être chiant aussi pour un combattant de C'est préparer très ton chiant. adversaire, tu vois. Ça doit être très chiant. Et puis en plus, j'ai l'impression, j'y pensais la dernière fois, tous les combattants qui enchaînent les combats comme ça, là, plusieurs fois, les trilogies et tout, j'ai l'impression que leur niveau, il régresse parce qu'ils sont focus pendant au moins un an et demi sur la même personne. Ouais, Ça veut dire stylistiquement, ils progressent plus, ils font tout le temps la même chose. c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça, c'est en ça où je disais aussi, parce que j'y ai pensé à ça aussi, et c'est pour ça que je te disais que ça bloque la KT, ça tue une KT, parce que, tu sais, je repense à Cormier Miocic, on l'a clairement vu, qu'il y a eu un avant et un après cette trilogie chez les deux combattants, tu sais. Et c'est vraiment quelque chose qui. Figueiredo Moreno aussi, hein. Ouais, Moreno, il n'a pas confirmé derrière. ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, non, c'est pas bon du tout, en fait, d'avoir trois fois le même combat. Puis même, je sais pas, t'as l'impression, en fait, de faire des retours en arrière. C'est comme si, tu sais, t'as l'impression de regarder tu sais, un replay, en fait, tout simplement. Je sais pas, il y a pas de hype autour de ça. Moi, pour moi, il n'y a pas de hype autour de ça. Ça Donc, dépend. Ça dépend.
Mais je trouve ça bien qu'il y ait un combat entre les deux. Tu vois, par exemple, là, Oliveira qui perd contre Makhachev, il fait un combat de retour. Il a sa revanche derrière, ça me va. Même mentalement pour le combattant qui perd, en fait. Je trouve ça mieux de se refaire. Après, attention, je dissocie revanche de trilogie. Tu sais qu'il y a revanche tout de suite, surtout quand tu es un champion qui a dominé ta KT et tout ça, tu as fait une erreur, tu t'es pris les pieds dans le tapis. Tu vois, moi, s'il y avait une revanche tout de suite, même si je pense que c'était ça pour ce cas-là, si je reprends Oliveira Makhachev, je pense que c'était pas bon pour Oliveira. Il avait besoin de reprendre confiance. Ça, il n'y a pas de souci. Mais tu viens, tu perds, tu rejoues ta ceinture directement. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça dépend Après, du champion. Pour moi, ça dépend du règne. et tout dépend de la situation. Et ça va me faire une transition parfaite pour la suite. Tu vois, on prend Strickland Adesanya. Tu vois, pour moi, le fait que Adesanya ait perdu plusieurs fois sa ceinture rapprochée, tu vois, à des moments rapprochés, que ça soit contre Pereira, là, que ça soit contre Strickland, tu vois, qu'il ait eu ses pertes de ceinture, et ben là pour le coup, tu vois qu'il ait une revanche tout de suite, non, parce qu'il est plus dominant dans sa KT. Mais une Valentina Shevchenko qui a dominé pendant des années et qui a régné sur sa KT, qu'elle ait une revanche tout de suite, oui, ça me va. Tu vois. Ouais, non, oui, je suis d'accord. Et la trilogie, pour moi, non. Trilogie, au bout d'un moment, faut passer à autre chose, quoi. Faut passer à autre chose. Après, Figueiredo Moreno, vu qu'il y en a un qui a gagné l'un, l'autre qui a gagné l'autre, et bon, t'as la trilogie, allez, t'as la belle. Bon, Ah, allez, pourquoi? le premier, c'est un match nul, hein. Le premier, c'est un match nul pour les deux? Putain, je m'en souviens même plus. Le premier, c'est un match nul. T'as Figueiredo qui conserve sa ceinture. Ouais, Le deuxième, Moreno le bat. ouais. Figueiredo le rebat, il me semble. Dans ce cas-là, moi, pour moi, il y a pas de 4 matchs. Oui, forcément, Figueiredo le rebat après derrière, puisqu'il y a le quatrième. Mais pour moi, il n'y a pas 3 matchs, alors, dans ce cas-là. S'il y a un match nul et qu'il y en a un qui gagne derrière, ça veut dire que, voilà, il y a juste eu un petit step en plus pour gagner. Tu vois, là, si, il y a victoire de Grasso et que là, il y a match nul, pour moi, c'est bon. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que t'as pas la possibilité de faire un statement qui te permet en fait de reprendre ta ceinture. Je dis pas que c'est pas possible, je suis pas en train de dire que Valentina va pas gagner la prochaine fois, mais t'as pas ce truc, tu sais, où tu te dis, voilà, il y avait une justification. Tu vois, si Valentina Shevchenko avait gagné, il n'y aurait pas eu de troisième match, tu vois. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc, elle n'a pas été en capacité de remporter ce titre. Bon, il y a eu match nul. Peu importe qu'il y ait eu le 18, pas le 18, de toute façon, on sait tous que c'était un combat qui était très serré. À un moment, faut y aller, faut passer à autre chose. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu vas te retrouver dans ce truc, dans ce ventre mou, tu sais, où les deux font un bon combat, mais il n'y en a pas une qui arrive à prendre le dessus sur l'autre. Après, il y a des oppositions de style. C'est des styles qui s'annihilent, entre guillemets, tu vois. Hmm. Donc, il faut chercher autre chose. Il faut aller chercher quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, on va faire la transition avec le sujet d'après. C'est Dana White, en fait, tu sais, tu m'avais dit la dernière fois, il a dit que revanche, il y aurait, que c'était intéressant, c'était ce qu'il fallait faire entre Strickland et Adesanya. Et au final, on se rend compte que c'était des propos qui étaient déformés par les journalistes. Et il a poussé un petit coup de gueule, justement, là-dessus, lors d'une conférence de presse. C'était lors de la conférence de presse d'après-combat, en fait, où il a juste dit que, une revanche semble intéressante, tu vois, et pas que c'est ce qu'il y a à faire. Et derrière, ça a été en fait retranscrit par les sites spécialisés où ils ont dit oui, nous allons faire cette revanche. En fait, ils ont Ouais, titré oui, mais oui. ça, c'est le jeu des médias, ça. C'est valable dans tout. Donc, et Dana White le sait très bien. Donc, je vois pas son coup de gueule, c'est juste pour faire parler, c'est tout. Il le sait très bien, ça a toujours été comme ça. Alors ouais, ça a toujours été comme ça, mais en même temps, moi, je peux comprendre qu'il ait poussé ce coup de gueule. Parce que c'est ce que tu renvoies pour quelque chose d'aussi important que ça, tu vois. C'est-à-dire que oui, nous allons faire cette revanche catégorique, tu vois. Ce que je veux dire, c'est si jamais t'as pas suivi la conférence de presse et tu lis ça, tu vois, t'es un des deux protagonistes, tu lis ça, tu te dis voilà, ça y est, bon, allez, c'est reparti pour un deuxième combat, tu vois. Je sais pas. T'as ce truc où dans ta tête, tu peux avoir les journalistes qui te rentrent dans la tête, justement. Enfin, il y a une honnêteté journalistique normalement à avoir. Et c'est possible
et oui, c'est sûr, tu vois, c'est deux choses complètement différentes. Donc moi, je peux comprendre qu'il ait poussé ce coup de gueule, tu vois. Au bout d'un moment, je crois qu'il en a marre qu'on déforme ses propos, et je pense que c'est valable pour tout le monde. Tiens, on a eu le cas avec Nora, là encore, qui a fait un podcast là sur Le Parisien. Tu l'as écouté? Non, j'ai pas écouté encore. Bon, moi, je l'ai écouté et je savais ce qu'elle pensait de Cavalcanti, tu sais, quand est-ce Ah qu'elle... oui, 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 j'ai vu, mais je l'ai vu sur Insta, ce qu'elle a dit. Voilà. Et en fait, tu écoutes le podcast et donc à la fin, l'intervieweuse discute avec le patron du podcast, on va dire, voilà, le présentateur du podcast. Et ils font un dernier brief justement des questions de l'avenir de Nora. Mais là, c'est plus Nora qui répond, c'est eux qui font un échange entre les deux. Nora n'est plus du tout dans l'équation. C'est en dehors de l'interview. Et donc, elle dit, voilà, son combat, le combat qu'elle voudrait faire par la suite, donc ça serait en fin d'année dans l'idéal, et ça serait contre Jacqueline Cavalcanti. Sauf que, en fait, non. Elle voudrait l'affronter beaucoup plus tard dans la carrière, que chacune fasse son chemin, et que si elles peuvent s'affronter aux alentours de la ceinture, si jamais elles y arrivent toutes les deux, ça serait cool. Elle aura l'occasion de prendre sa revanche, mais avec un enjeu derrière. Mm. Donc voilà, mais elle a jamais dit qu'elle voulait prendre sa revanche tout de suite après. Tu vois, ça fait rageux. Tu sais, ça y est, maintenant on est toutes les deux à l'UFC, on va s'affronter et tout ça. Et, et Mais, tu, mais surtout que ça n'aurait aucun sens en plus. Puisque en termes de classement maintenant, vu qu'elle a battu, on l'a vu, elle est rentrée dans le top 15, Nora. elle est bien plus haute. Elle est bien plus haute. Cavalcanti, elle est loin. Ouais. Donc, tu vois, c'est ce genre de sortie médiatique où ils extrapolent en fait ce que veut dire le combattant, ou là, Dana White, bah, tu vois, c'est relou. C'est relou. En fait, il y a vraiment ce truc où ça change la perception des gens. Tu vois, les gens tu vois, que nous, on fait un podcast la semaine dernière, on dit si, il va y avoir revanche. Tu vois, alors qu'en fait, non, pas forcément. Et donc, dans la discussion, en fait, tu parles pas de la même chose. Parce que là, tu te rends compte il explique qu'il y a d'autres oppositions qui sont possibles. D'ailleurs, il a plusieurs propositions et possibilités à étudier, dont Cannonier, par exemple, ou alors le vainqueur de Chimaev Costa. Tu vois. Parce que dans cette caté-là, je pense que justement, elle a été trop verrouillée pendant longtemps par Adesanya et justement avec quelques défaites et reprises de ceinture dans la foulée. Et que là, bah, il a pu forcément la légitimité d'aller chercher la ceinture tout de suite et d'avoir une revanche tout de suite. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et là, on a fait le tour. En fait, on a vu toutes les oppositions possibles avec Adesanya. Ouais, sauf Shimaev. Mais bon, après, c'est Sauf normal, Shimaev. Mais on peut le voir sans le titre, le combat contre Shimaev. bien sûr. Il reste intéressant même sans le titre. Parce que Ouais, c'est l'opposition de style qui est intéressante. oui, oui. Donc là, pour le coup, tu vois, c'est le move de Dana White, c'est plus dans ce sens-là, quoi. Dans le sens où, justement, cette KT-là, on va pas la bloquer. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La KT n'est pas bloquée. Et attendez-vous à ce qu'il y ait potentiellement un autre matchmaking pour justement cette ceinture. Ouais. Donc, en gros, ouais. Je pense qu'il attend le résultat de Shimaev Costa pour communiquer un peu plus sur l'avenir de cette KT. C'est sûr. C'est sûr. Ouais, j'ai commencé à parler de Cannonier qui était en stand-by. Tu sais, si jamais Strickland ne pouvait pas combattre parce que le gouvernement australien, tu sais, l'avait striké, entre guillemets. Et en fait, tu te rends compte que le véritable choix, le premier choix, justement, de Dana White, et je pense que lui, dans sa tête, le fil qui est en train de se créer, là, tu sais, le petit fil d'histoire, là, comme ça, là, c'est que Shimaev bat Costa. Derrière, Shimaev roule sur justement Strickland? et que derrière, pourquoi pas, Adesanya qui aurait fait un combat entre-temps vainqueur, tu vois, où il gagnerait, aille rechercher sa ceinture, non pas contre Strickland, mais contre Shimaev. Ouais. Ouais, mais tu te retrouves avec un champion qui peut pas rentrer sur le sol américain. C'est compliqué, hein. Ah, mais ça, mon petit loulou, de toute façon, il va pas avoir le choix parce que de toute façon, il pourra pas le bloquer. C'est soit il l'enlève de l'UFC directement, soit il continue à faire son bonhomme de chemin et ils font des ceintures. De toute façon, ils feront des ceintures à Oui, Abu, non, oui, c'est sûr. Mais ils feront des ceintures à Abu Dhabi. En fait, aujourd'hui, avec l'option Abu non, il n'y Dhabi, a, pas- il y a même pas que Abu Dhabi. Il peut combattre au Brésil, il peut combattre en Australie, il peut combattre partout. Mais les États-Unis, c'est mort. En tout cas, ouais. pour le moment, de ce qu'on a compris. Ouais, mais c'est pas super gênant. Regarde, Makhachev, il combat presque Non, exclusivement, tu vois. Makhachev, il peut combattre aux États-Unis, hein, puisqu'il s'entraîne là-bas.
Je dis pas qu'il peut pas le faire, mais sur le papier, c'est plus souvent à Abu Dhabi qu'ailleurs. Ouais, peut-être sur les derniers. Et encore, il a fait l'Australie contre Volca. En fait, Ouais. il est sur toutes les cartes à Abu Dhabi. Oui, ça c'est sûr. Donc, potentiellement, tu vois, tu peux faire ça. Donc voilà. Par contre, l'Australie, je sais pas vraiment si tout le monde va vouloir y aller après ce qui est sorti là justement, tu sais, la fiche de paye justement des combattants, d'un combattant qui a exposé justement sa fiche de paye et de la problématique des taxes australiennes pour les étrangers. Donc, info suivante. Ah, les transitions elles sont magnifiques. Un combattant de l'UFC qui partage sa fiche de paye, donc c'était John McDessie, qui a partagé sa fiche de paie où figure son salaire de l'UFC pour l'UFC 293 en Australie. Pour l'info, son salaire de base, après sa défaite, parce qu'il a perdu par décision unanime, était de 58 000 dollars. Donc déjà, vu qu'il a perdu, il n'a pas eu l'entièreté du salaire potentiel qu'il aurait pu toucher. Donc 58 000 dollars. Il faut savoir que c'est un vétéran de l'UFC, donc que son salaire est un peu plus gros que d'autres, même si c'est pas une somme non plus c'est pas une somme extraordinaire, 58 000 dollars. Là-dessus, comment dire, il a partagé en fait toutes les taxes et tous les frais qu'il a eu justement suite à cette UFC pour exposer en fait qu'est-ce qui lui restait réellement dans sa poche. Et encore, réellement dans sa poche, il y a encore d'autres choses dont on parlera qui vont encore faire descendre son salaire. Mais il faut comprendre qu'en Australie, en fait, la taxe en vigueur pour les étrangers est de 45%. 45%. C'est-à-dire que si vous faites un revenu sur le sol australien et que vous n'êtes pas de nationalité australienne, vous payez 45% à l'État. Soit, Et tu sais, en fait, là, je viens de tilter. Pourquoi les cartes Australie, elles sont claquées? bah oui, Pourquoi personne ne veut combattre là-bas? bah oui, parce que derrière, tu sais que tu vas te faire allumer. Tu vas te faire allumer. Et donc, ça fait, sur ces 58 000 dollars, ça fait 26 100 dollars. Tu te rends compte déjà. 26 100 dollars qui s'évanouissent sur tes 58 000 dollars. Cette somme, Bon, allez, tu perds la moitié déjà. elle est monstrueuse. Bah, 45%. À ça s'ajoute 743 dollars de frais médicaux. Bon, ça va. Et 2006 Attends. De frais médicaux, c'est-à-dire? euh, de frais médicaux. Alors, c'était la question que je me posais parce que, en fait, les frais médicaux, normalement, sont pris en charge par l'UFC. C'est ce que je me dis. Est-ce que tu payes une taxe par rapport à ça? Parce que ça voudrait dire que c'est pas pris en compte, en fait, si c'est déduit de ton salaire. Et ben, en tout cas, pour le coup, peut-être que sur le sol australien, c'est peut-être possible que tu payes quelque chose en plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, pour le coup, c'est vrai que nous, on a vu avec Nora, ça a été pris en charge directement. Alors après, est-ce que ça a été pris en charge directement? C'est-à-dire que là, je commence à avoir un petit doute. Tu vois, comme c'était l'UFC Paris, et ça se passait en France, elle est combattante française, elle a une petite carte verte magique qui s'appelle la carte vitale. Donc, est-ce Ouais. que ils ont pris en charge le fait qu'elle soit, elle, prise en charge justement très rapidement dans une clinique de son choix? Enfin, tu vois, peut-être qu'ils ont pris des dépassements d'honoraires, ce genre de choses. Tu vois, la clinique choisie par l'UFC avec les dépassements d'honoraires. Mais est-ce que la base, tu sais, le tarif de base n'est pas pris en compte par le combattant? En sachant que Nora, elle est remboursée par la Sécu, c'est possible, tu vois. Mais par Hmm. contre, l'étranger, lui, payerait en fait juste le tarif de base. Tu vois, sans Franchement, les. si c'est ça, là, ce serait honteux. Eh oui. Mais je me suis fait la même réflexion que toi. Tu vois, frais médicaux, 743 dollars, tu fais, ah ouais, d'accord, ok, Ok, continue. on continue. 266 dollars de frais autres. Donc, frais de bouche, je sais pas, il a pas dit ce que c'était. Des petits chocolats, j'en sais rien, des petits gâteaux pour après la peser. C'est les bouteilles d'eau. C'est les bouteilles d'eau Hmm. neuves. Et 2428 dollars de billets d'avion pour que les coachs puissent le suivre. Et ça, c'est une info qui est importante pour moi parce que justement, peu de gens le savent, mais il n'y a qu'un coach qui est pris en charge par l'UFC. Sauf que dans les faits, on voit rarement quelqu'un à l'UFC avec un seul coach dans son coin, même jamais. Et c'est aux combattants de prendre en charge
le deuxième, voire le troisième coach aussi directement derrière. Alors, pas quand tu es en main event. En fait, tu le négocies dans ton contrat, ça. C'est Fernand Lopez qui en parlait. Lui, par exemple, dans le contrat de Cyril Gane, il y a 3 coachs, ou 4 coachs même, Ouais, pris en charge. Tu vois, tout ça, c'est plus tu grandis, plus tu le négocies dans ton contrat. Tu peux négocier une première classe. Tu peux négocier un meilleur hôtel, je sais pas, de ce genre de choses, ça se négocie dans le contrat. bien sûr. Mais ça se compte sur les doigts d'une main, les personnes qui négocient ça. Enfin, les doigts des deux mains. Mm, Ouais, non, je pense pas. Je pense que quand tu arrives à un certain statut dans la KT, tu peux négocier. Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire par Mais là, en tout c'est que cas, pas en entrée de contrat. Pas quand tu viens de signer à l'UFC, ça c'est sûr. bah, même après, puisque là, visiblement, tu vois, lui, ça reste un vétéran. Je sais pas combien de combats il a fait à l'UFC, mais tu vois, il a 38 ans. S'il gagne 58 000 dollars, ça veut dire que ça fait quand même un petit moment. Ça veut qu'il est, enfin, son contrat, il a évolué au sein de l'UFC, puisque normalement, tu commences à 10 plus 10 ou 12 plus 12. Donc, ça veut dire que déjà, tu as eu quand même de quoi faire tes preuves dans l'organisation pour pouvoir atteindre ce salaire de 60 000 dollars. Mais tu vois, là, lui, pour le coup, son staff est toujours à sa charge. C'est-à-dire que c'est le côté un peu pervers de la chose, c'est-à-dire que c'est quand tu gagnes le moins que tu as le plus de choses à prendre en charge. Tu vois, la logique voudrait, ça c'est mon côté peut-être communiste, j'en sais rien. La logique voudrait que ça soit l'inverse. C'est-à-dire que plus tu gagnes et plus tu peux prendre en charge ton staff. Tu vois, pour certaines choses, notamment les billets d'avion. Moins tu gagnes, plus l'UFC compense. Tu vois, dans ma logique qui est pas capitaliste, c'est comme ça que ça devrait se passer. Dans la Moi, réalité, pour moi, ça devrait être comme ça pour tout le monde, en fait. Tout le ouais, monde devrait être sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Parce qu'on sait que ça change tout. Ça, pour le coup, ça change tout. Le fait d'avoir un, deux ou trois entraîneurs, ça peut changer tout un combat. bien sûr, bien sûr. Donc, l'envers du décor, c'est ça. C'est que si tu veux que ton staff te suive, peu importe où dans le monde, il faut que tu mettes la main au porte-monnaie. Alors là, pour le coup, il gagne 58 000 dollars. Bon, il a pu payer les billets, mais quand tu gagnes 12 000 dollars, tu vois, et que tu dois partir en Australie, c'est impossible. C'est impossible. Donc, soit le coach fait l'effort de payer de sa poche, s'il le peut, soit bah, le combattant ou la combattante reste avec son seul coach pris en charge. C'est Quand, ouf. quand on sait de toute façon ce que paye en proportion l'UFC par rapport à ce qu'il gagne, tu vois, je trouve ça tellement honteux. Je crois que c'est 13%, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, s'il paye pas plus, il pourrait y avoir certains avantages en nature, et ça pourrait en faire partie, par exemple, comme tu disais. C'est dans l'accompagnement du combattant, dans sa performance, les coachs ont une importance. Donc, ça peut être un avantage en nature, ce qu'il y a après négociation. Là, c'est pas le cas. Mais en tout cas, il faut en prendre conscience. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. En tout cas, lui, il l'a en travers parce que sur ces 58 000 dollars, il ne lui reste donc que 28 461 dollars. Donc, c'est pas énorme. Surtout que normalement, il doit aussi payer ses coachs après pour le camp, payer Ah bah ses ça, c'est sûr, hein. Payer et- son manager. Enfin, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Oui, oui et non, hein, tu sais très bien, hein. Tout dépend du coach et de ce qu'il acceptera. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Après, ça Non, dépend. non, il va payer ses coachs. On n'est pas en France. Il n'y a pas de coach bénévole aux États-Unis. Il va payer ses coachs. Ça passe sur le milieu associatif. Ouais, bah dis Non, donc. non, non, ça fonctionne pas pareil. Bah, il y a déjà Non, 10 mais managers. tous les combattants le disent, tout le monde le dit. Jusqu'à pour tenir les pads 1 heure, le mec, il va te faire payer je sais pas combien. Il n'y a personne qui te tient gratuitement. Il n'y a pas d'entraînement gratuit, c'est leur logique. Et puis, c'est normal de toute façon, en vrai. C'est des Ouais. mecs qui vivent de ça, c'est leur métier. Ouais. Donc, à partir de là, tu dois être rémunéré. Si tu te dis, bah non, finalement, il a été trop taxé, je prends pas, bah alors, tu prends jamais, en fait. Tu prends jamais. Non, non, mais c'est clair. C'est clair. Donc, effectivement, il va devoir payer tout ça. Donc, c'est-à-dire que sur ces 28 000 dollars, en fait, il va lui en rester, je sais pas moi, je dis une bêtise, mais il va peut-être lui en rester entre 15 et 20. Ce qui est dérisoire, tu sais, pour les sacrifices que tu fais. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein. Il dit, je cite, j'ai sacrifié toute ma vie pour ce sport et j'ai tout mis en jeu. Ce foutu gouvernement australien et les juges m'ont méchamment volé. Voilà, fin de la citation. Ah, c'est compliqué, hein. Quand tu donnes 6 semaines, 6 à 9 semaines de ta vie à faire un camp, tu viens, tu te prépares, tu vas combattre, tu risques ta santé, tu risques
tu risques la suite de ta vie, tu mets entre parenthèses ta famille, et derrière, en fait, il te reste pas grand-chose. Tu as fait tous ces sacrifices pour quoi? Bah, en fait, tu te dis, j'aurais fait un taf normal de 8h à 15h, j'aurais touché le même salaire. Ouais. Alors que là, quand même, voilà, tu prends des risques de fou en vrai. C'est vrai que souvent, on se rend pas compte parce qu'on les regarde à la télé, mais on calcule pas le risque que c'est de rentrer dans une cage. Les blessures qui peuvent en découler, etc., sur le long terme. Tu sais, Les blessures. on voit le moment présent, mais on voit pas les combattants à 40 ans, 50 ans. On nous montre que ceux qui sont en forme encore, mais il y en a plein qui sont brisés. La majorité même. Ouais, ouais, ouais. Oui, les risques du cutting sur ton organisme, les risques de plein de choses. Enfin, tu sais, le fait que effectivement tu puisses ne pas construire de famille tout de suite, enfin, tu sais, mettre en stand-by vraiment ta vie et tout ça, non, non, c'est très, très compliqué. Alors après, le choix, il est fait parce que c'est la passion qui parle, tu vois. Donc c'est ça, c'est que tu ne dois pas vivre autrement que comme ça. Tu vois, tu es tellement animé par ton sport que tu fais des sacrifices pour. Mais comme tu pourrais faire des sacrifices pour plein d'autres choses, en vrai, dans ta vie de tous les jours. Tu sais, t'en as plein qui font des métiers qui sont pas rémunérateurs et qui choisissent de les faire parce qu'ils sont animés de quelque chose, Mais tu est-ce vois. que c'est des métiers où risquent leur vie et leur santé? Je pense que tu attends quand même un minimum de considération. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Mais c'est surtout là un métier où ta retraite, tu vas pas la prendre à 60 ans, quoi. Donc c'est compliqué. Et après, tu peux devenir coach, mais quand tu vois que la vie de coach est encore plus précaire que celle du combattant, parce qu'on l'a Oui, dit tout à l'heure, un coach ne gagne pas forcément bien sa vie. Il faut vraiment qu'il soit avec des athlètes de très très haut niveau qui gagnent très très bien leur vie et qu'il en ait plusieurs pour pouvoir vivre c'est ça. Faut avoir une écurie de champions, quoi. Il y a une poignée de coachs qui vivent pleinement de ça et qui vraiment font des sous. Ouais. Sinon, c'est mort. Donc oui, non, non, c'est compliqué, hein. La vie de combattant, la vie de coach, l'envers du décor, en fait, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Mais il faut en prendre conscience. Et cette sortie médiatique-là, elle est intéressante pour ça. Elle est vraiment intéressante pour ça. Le fait d'avoir partagé ça, ce petit bout de vie, tu sais, qui éclaire un petit peu sur la vraie vie d'un combattant, quand vous réfléchissez à le devenir, tu sais, tous les petits jeunes qui veulent devenir combattants MMA et tout ça, pensez que ce qui se cache derrière, c'est ça. C'est que à 38 ans, tu peux gagner 15 000 dollars. Allez, si tu fais un combat dans l'année, tu gagnes 15 000 dollars, quoi. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Ne voyez pas le chiffre brut, voyez le chiffre net, en fait. Parce que c'est ça. Tu te dis 60 000 dollars, ça va, je suis bien, tu vois. Mais c'est le chiffre brut. Il faut voir ce qui se cache derrière. Donc c'est pour ça que c'était intéressant. Ce qui fait d'autant plus comprendre le choix avec le recul par exemple, de Doumbé qui part au PFL ou de Saladin qui reste à l'UFC, au KSW. W, ouais. Tu Oui, vois, parce que c'est vrai, tu te dis, là, je touche, alors je sais pas combien il touche. Bah, Doumbé, il parlait de 140 000, mais Saladin, je sais pas combien il touche. Mais il a plus de 100 000. Tu vois, il est dans ces sommes-là, peut-être même le double. Et te dire, je vais aller à l'UFC pour peut-être 60 000, et en fait, je vais toucher que la moitié avec les taxes. Bah, finalement, le choix, il est vite fait, hein. les calculs sont pas bons, Kevin. Non, non, mais non, non, mais c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Dans le sens où effectivement, potentiellement, tu peux plus gagner à terme quand tu deviennes une méga star. Mais là, tu es sûr de gagner en fait euh, ton chiffre, en fait, tes 6 chiffres à chaque combat. Donc quand tu combats 2, 3 fois dans l'année, bah, tu as tes 6 chiffres à chaque fois. Là, il le disait, de toute façon, pour Parnasse, il y a 6 chiffres et le premier chiffre n'est pas à 1. Tu vois. Donc c'est 200, 300, 400 000, je sais pas. Mais bon, s'il combat 3 fois dans l'année, touche 3 fois ça. 3 fois ça en brut, hein. Après, effectivement, il y a le net. Mais le net sera toujours plus intéressant là que quand tu touches 60 000. Donc oui, non, effectivement, non, c'est beaucoup plus intéressant dans ce sens-là et ça prête à réfléchir. La legacy, c'est une chose. Nourrir la famille, c'en est une autre. Bon, on a fait le tour? Ouais. On a fait le tour. Un Français de retour au Bellator, Mansour Barnaoui, qui va faire face à JJ Wilson. J'adore les JJ. Le 23 septembre à Dublin au Bellator 299. Donc, il revient après la défaite qu'il y a eu au Bellator Paris contre Primus. Défaite amère, défaite qui l'a marqué, entre guillemets, puisque j'ai vu une interview où justement tu sens que il a,
Ouais, il était dégoûté quand même. On sait que notre Mansour, il aime pas perdre, hein. De toute façon, il veut être le meilleur, meilleur de tous les temps, le meilleur fighter, en fait, le roi des fighters, comme il le disait. Mais donc, cette défaite-là, qui était d'autant plus pour un tournoi à 1 million, où il aurait pu encore marquer son histoire, son nom dans l'histoire, encore plus augmenter son patrimoine avec le million qu'il avait déjà gagné au Road FC. Et en plus de ça, avec la potentielle chance à la ceinture sur le tour d'après, s'il avait remporté son combat contre Primus, tu sens que là, il y a ce petit goût amer. Il va avoir à cœur de remettre les choses au clair sur ce Bellator. Donc il affronte ce J.J. Wilson qui a 9 victoires, donc 3 KO, 4 soumissions, 2 décisions et une défaite à la décision. Bon au sol, pour le coup. Alors là, il est abonné aux gens forts au sol, notre cher Mansour. Parce qu'il était avec Primus, qui était une ceinture noire de chez Renzo Grassi, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Là, on a Wilson qui est enfin, en tout cas qui s'entraîne chez Alliance, qui n'est pas la plus petite des académies de jiu-jitsu brésilien au monde, hein. Ça fait partie des 3 meilleures académies de jiu-jitsu brésilien au monde. Donc intéressant de le revoir dans ce domaine-là, de voir s'il arrive à performer encore, parce qu'on sait qu'il est très fort au sol, hein, Mansour, hein, qu'il a ses aptitudes et son style qui est très particulier pour aller chercher ses victoires, souvent d'ailleurs sur étranglement arrière. Un étranglement arrière qu'il ne fait pas de manière classique, mais qu'il fait en joignant ses mains en gable grab, là, comme ça, avec l'avant-bras derrière le dos. Hâte de voir ce combat. Hâte de voir comment il va rebondir. Ouais, hâte de voir son état d'esprit dans la cage. Ah, C'est plus ça. tu penses qu'il pourrait être moins bon que d'habitude en termes d'état d'esprit? Enfin, en tout cas, je veux Non, dire, non, 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 non. Je pense qu'il va être revanchard de fou. Pour moi, il vient pour lui casser la bouche, là. est-ce qu'il est déjà venu dans une cage sans l'envie de casser la bouche à quelqu'un? Non, c'est faux. Ouais, c'est pas faux. Mais je sais pas, je l'ai trouvé différent sur son dernier combat. J'ai trouvé qu'il y avait. Alors, je l'ai pas revu là récemment. Je l'avais vu 2 fois d'affilée quand il était passé. Au sol, il faisait des choses qu'il ne fait pas d'habitude. Il essayait d'autres choses. Il y avait plein de mauvais choix en fait qui ont conduit à cette victoire. Je pense toujours pas que Primus est meilleur que lui. Je pense qu'avec une stratégie plus adaptée, Mansour il lui roule dessus. Mais ouais, je pense que là ça va être JJ, il va prendre cher. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc effectivement, là, j'ai vu une petite interview sur RMC de Mansour, tu sais, où il parle un petit peu. Alors c'est toujours très dur de décrypter Mansour, tu sais, dans les interviews parce qu'il se livre pas, tu sais, dans le sens où il répond factuellement à tout ce que l'intervieweur lui pose comme question. Et l'intervieweur, tu sentais qu'il était un peu désarçonné par la froideur de Mansour, tu Mais en vois. fait, c'est super, ouais, c'est ça. C'est que c'est super dur d'interviewer Mansour. C'est ça. Et tu sentais qu'il était trop frais dans le journalisme pour pouvoir rebondir. Enfin, je vais pas dire intelligemment parce que c'est pas le mot, mais tu vois, ça a fait que l'interview, elle était. Il savait pas trop où il voulait y aller, donc il posait des questions bateau et au final, Mansour répondait avec des réponses bateau, tu vois. Et C'est quoi c'était. en vrai? Je pense qu'il y a qu'un pote ou un mec qui connaît très bien qui peut l'interviewer. Plus sous un format discussion qu'un format interview. Oui, je suis d'accord avec ça. Et donc là, il explique qu'il a à cœur de revenir fort suite à cette défaite. Il explique aussi que là, le fait que ça se passe pas à Paris, que ça se passe pas en France, en fait, il va pouvoir se remettre dans sa bulle. Là, il a été un peu trop pris par le côté médiatique. On l'avait Je suis dit, hein, d'accord. Mansour, c'est quelqu'un qui ne performe que quand il est dans une situation où il va aller chercher la victoire sur le terrain de l'autre. Il est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. C'est Mais parce vraiment. qu'il a fait ça toute sa carrière. Ouais, et puis parce qu'il a ce côté où il y a ce challenge, tu sais, d'aller casser la gueule au meilleur chez lui, tu sais. Mansour ne fait pas ça. Alors lui, pour le coup, il fait ça vraiment dans l'objectif d'être le meilleur, certes, mais pour le plaisir d'aller casser les gueules. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est son plaisir à Mansour, c'est ça, c'est d'aller casser les gueules et d'affronter les meilleurs et d'aller leur casser la gueule. Voilà, ça, c'est sûr et certain. Et donc là, beaucoup de pression médiatique, les entraînements qui étaient hachés. Mais alors, je ne sais pas si c'est véritablement vrai ou s'il fait que rebondir sur les questions qui étaient très orientées, en fait, très fermées de l'intervieweur.
Parce qu'il lui dit oui, peut-être que l'intervieweur lui dit oui, à l'entraînement, les gens devaient peut-être te couper, enfin, tu sais, te gêner dans ton entraînement parce qu'ils te parlent de l'événement, parce que comme c'était le Bellator Paris et tout ça, et que l'enjeu est tout ça. Mais moi, je vois pas, connaissant Mansour et les conditions dans lesquelles il s'entraîne, je vois pas en quoi son camp a été différent de d'habitude. Dans le sens où il s'entraîne à la Team Magnum, comme d'habitude, avec des gens qu'il connaît depuis des années, qui le suivent depuis des années, qui l'ont vu faire les ceintures de plusieurs organisations. Je vois pas pourquoi, pour cet événement-là, ça aurait été différent d'habitude. Pourquoi il l'aurait plus coupé, plus stoppé dans l'entraînement. Non, non, il y a rien qu'à changer, mais c'était l'enjeu en fait. C'était voilà le combat à Paris, l'engouement médiatique auquel il n'est pas habitué, le fait que Primus se soit finalement un faire-valoir dans la tête de tout le monde, parce que le vrai combat c'était contre Nurmagomedov. Personne ne voyait Primus faire quoi que ce soit. Oui. Soyons objectifs. Pour nous, Mansour, il allait lui rouler dessus. Et le combat d'après, c'était contre Nurma. Donc, non, je pense que tout ça, ça a joué psychologiquement. De toute façon, on l'a vu, il lui est rentré dedans direct, mais comme il fait d'habitude. Hmm. Sauf que ça n'a pas fonctionné et il n'y a pas eu d'adaptation derrière. Et c'est une des premières fois, il était fatigué. Mansour, il était fatigué. Alors qu'on sait qu'il a un cardio de malade. Sûrement un des meilleurs cardio du circuit. Et oui, et oui. Et c'est ça qui m'inquiète en fait. Parce que dans l'interview, il lui pose la question justement de ce qu'il a mis en place pour, tu sais, ce qu'ils ont analysé, digéré et mis en place pour justement ne pas se retrouver en fait dans cette situation-là. Et sa réponse, ça ne m'a pas plu. Vraiment. Parce que dans l'idée, en fait, pour lui, c'est le cardio qui a fait défaut. Alors que tu viens de le dire, il a un cardio qui est presque illimité. Je l'ai vécu pour avoir combattu avec lui. Alors, c'était certes il y a 10 ans, mais bon, je pense pas que son cardio, il est foncièrement changé, tu vois, à ce niveau-là. Mais il a parlé de faire une plus grosse prépa physique que d'habitude. Alors, je dis pas que c'est pas inintéressant, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus le volume de travail et pas la réflexion sur de la stratégie ou des angles d'approche dans le combat à mettre en place différents. Tu sais, des petits ajustements pour faire en sorte de pas se cramer. En fait, j'ai l'impression de ce que j'ai cru comprendre, c'est on continue la même chose, la marche avant, on lui roule dessus, on avance et il se passe ce qui se passe, mais on continue à avancer, mais avec un cardio plus gros parce qu'en fait, ce qui m'a fait défaut, c'est le cardio. Non, ce qui t'a fait défaut, c'est le fait de pas, comme tu l'as dit, de pas avoir su faire les ajustements au bon moment. Donc la préparation physique 2 fois par semaine avec Rémi Physiosport, sparring le mercredi à l'US Métro chez Johnny Frachet parce que voilà, il a un vivier de gens qui sont très très forts et donc effectivement c'est un panier de crabes et voilà, sparring. Surtout dans sa caté, il a ce qui se fait de mieux en France. Voilà. Donc du sparring, du sparring, du sparring et 2 entraînements par jour. Mais derrière, il n'a pas parlé de réajustement justement de stratégie, de plan B, de faire en sorte de pouvoir sortir de ce qu'on a l'habitude de le voir faire, c'est-à-dire je rentre dans mon adversaire, j'avance sur lui, je le boxe tout ce que je peux, même si moi je me protège pas et que alors qu'on sait qu'il est capable de le faire parce qu'on sait qu'à l'entraînement il est d'une finesse technique qui est aberrante dans le sens où il peut boxer super proprement comme les meilleurs des boxeurs et pourtant quand tu le vois en combat, il avance le menton à la fenêtre et c'est à celui qui tombera en premier, c'est jamais lui pour l'instant. Au sol, on n'a pas entendu parler d'ajustement particulier. Quand on voit ce qui s'est passé là, comme tu l'as dit, les choix qui ont été faits par rapport à d'habitude, c'est pas pour rassurer, dans le sens où il a essayé de faire cette espèce je sais plus comment c'était sa technique là, tu sais, quand il était pris en latéral, où il se laissait passer en latéral pour essayer de faire un espèce de mouvement où il donnait son dos, ou pour essayer de soumettre sur le bras, enfin, tu sais, en restant accroché Oui, à ouais, l'adversaire. ouais, ouais. Euh, Mais tu vois, ça a été l'erreur du combat. Parce que oui, tu peux le tenter, ça peut surprendre. Tu le tentes une fois, tu le tentes deux fois. Parce qu'il y a une fois, il a réussi à prendre le bras, je crois. Mais bon, Primus, il a défendu. Mais tu vois que ça passe pas, il faut lâcher. Et en fait, je pense qu'il avait fait son camp à Tennis Planet. en tout cas, il avait Il avait fait une partie de son camp à Tennis Planet. c'est pas forcément le camp, mais dans la Mais période, oh, en fait, il s'est entraîné à Tennis Planet, oui. c'est vrai que c'est des techniques Tennis Planet, ça se voit. Ouais, des techniques farfelues. Ouais, mais qui peuvent surprendre, tu vois. En tout cas, pas un mec aussi expérimenté que Primus.
Ah, pas une ceinture noire de chez Renzo, quoi. Non. Tu vois, c'est comme tous les étrangles. Le buggy de choc, là, ça, je veux plus le voir, ça. C'est horrible, je vois combien de mecs en compétition perdent à cause de cet étranglement. Exactement. Et tu sais quoi, tu crois pas si bien dire? Je vais encore parler de lui, mais on s'est croisé donc avec Julien Casier, le patron de la Gracie Bar à Paris, là, ce week-end pour la compétition du horse grappling. Et justement, on a parlé de ça. C'est marrant, hein. On a parlé de ça, de tous les élèves débutants qui se mettent à faire des techniques, qui sortent d'un autre monde, des buggy choke, tu vois, des trucs comme ça, pour essayer des bulldog choke, tu vois, des trucs qui sortent de l'ordinaire, pour essayer de gagner avec une façon un peu esthétique, c'est bonne pour les highlights, alors que des fois, juste avec de la simplicité, juste avec un bon contrôle, le bon choix au bon moment, et nous, ça nous fait sauter de notre chaise, parce que juste en faisant le bon choix au bon moment, la personne gagnerait son combat. Même par soumission, mais elle gagnerait son combat. Et juste parce que il décide de se laisser passer la garde, Et c'est parce ça, que en fait. Buggy choke, tu C'est vois? ça, en fait. Recompose avant recompose. Mais oui, Les gens se laissent contrôler pour mettre un buggy de choc. Franchement, ça ne marche absolument pas. Mais déjà, ça ne marche plus. Ça a marché au début, ça a surpris au oui. plus haut niveau. Et encore, y a que quelques personnes qui peuvent le mettre, vraiment. Mais c'est pas parce qu'à l'entraînement, vous faites taper en fait, sur des débutants. C'est Oui, sur des débutants que ça fonctionne. parce que le buggy choke, tu as juste à te mettre en diagonale, hein. Tu te mets en diagonale, ça y est, c'est fini, il n'y a plus y a plus de buggy choke. Non, mais c'est hallucinant, effectivement. Et puis en plus, surtout quand tu vois que cette technique, elle a été décortiquée très vite et que tu as eu le contre du contre. Tu as même eu un contre du buggy choke par un buggy choke. Enfin, tu vois, où les deux sont accrochés en buggy choke. C'est le serpent qui se mord la queue, tu vois ce que je veux dire? Et donc oui, non, tu fais plus ces techniques-là. Et le problème, c'est que ce que j'ai peur, c'est qu'il est pas. Alors peut-être qu'il dit pas tout, hein, et j'espère qu'il dit pas tout. Mais j'ai peur qu'il n'ait pas analysé cette partie-là, qu'il ait mis de côté cette partie-là dans la progression potentielle qu'il puisse avoir pour accéder à la ceinture et être le roi des fighters, comme il le dit. Ça passe par là, par revenir sur du jeu simple, du jeu efficace, Ce du qu'il jeu faisait, qui est moins énergique. son renversement en demi-garde qu'il a passé à tout le monde, Ouais, ou ouais, bras sous l'aisselle, remonté, c'est basique. voilà. Il a une telle puissance, un tel cardio, c'est des choses qu'il peut faire. Tu peux ne pas le contrôler au sol. Il peut mettre du rythme, essayer de bouger. Et là, en Mm. fait, il se laissait contrôler volontairement. Oui, donc il cramait plus d'énergie parce qu'il devait d'abord se libérer de cette position de contrôle avant de pouvoir refaire son retard en fait au sol, quoi. Non, compliqué, compliqué. Donc ça m'inquiète. Moi c'est pas trop l'état d'esprit qui m'inquiète, c'est plutôt ça. C'est dans l'analyse avec ses coachs. Est-ce que vraiment l'analyse s'est portée sur les bons leviers en fait pour la suite de sa carrière? C'est vraiment ça. Le truc, c'est que je pense pas qu'on aura forcément une réponse sur ce combat, parce que je vois pas JJ Wilson au niveau. Je le vois moins fort que Primus, même au sol, hein. Donc je pense que Mansour va le battre Ouais. assez tranquillement, mais on sera encore dans l'inconnu pour la suite. Mais le problème, c'est que deux choses. C'est que d'une part, on sera dans l'inconnu pour la suite. Et deuxième chose, c'est-à-dire que si ça passe là contre J.J. Wilson, en fait, les ajustements ne seront pas refaits par la Ouais, suite. c'est ce que je te dis. C'est ça le problème. Mais bon, en tout cas, souhaitons-lui une belle victoire pour revenir. Parce que JJ Wilson, c'est 9 victoires, une défaite. Mais en termes de noms qu'il a pris, c'est pas ouf, hein. Non, 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 c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est un bon combat de reprise. Mais de toute façon, même en termes d'expérience, hein, c'est l'expérience de Mansour, c'est 3 fois plus de combats, tu vois. Donc, ce qu'il a, Mansour, c'est sûrement un des mecs les plus expérimentés du MMA mondial même. Parce qu'il a ouais, combattu partout, partout. 20 Sur, victoires, 5 tout- combats, Mansour. sur tous les continents, franchement, c'est Tous les styles, toutes les formes de corps, toutes les nationalités, il a performé contre tout le monde, effectivement. Oui, non. ring, cage, tout. Ouais, ouais, ouais. Autre retour dans la cage, pas le même niveau du tout, pas la même organisation non plus. Le nouvel adversaire de Greg MMA a été déclaré par les maîtres fumiers. On se doit de les citer là, parce que vu que c'est eux qui ont sorti l'info, si même la sueur les a cités, c'est qu'il faut les citer. Donc les maîtres fumiers ont sorti le nom du potentiel adversaire de Greg MMA pour le 26 janvier au Zénith de Paris pour l'Hexagone MMA 15. Et ça serait Monsieur Martin Horski. Ouais, Vous connaissez bien. combattant polonais, c'est ça?
polonais. Non, non, non. Tchèque. Peut-être, je sais pas, j'ai pas creusé jusque-là. De toute façon, République tchèque. est-ce que ça sert vraiment à grand-chose de creuser jusqu'à sa nationalité? Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est de savoir qu'il avait 4 victoires, 2 KO, une soumission et une décision pour 5 défaites. Donc, il est négatif dans son Sherdog. 3 KO, une soumission et une décision. Il reste sur une victoire à la décision à l'Hexagone MMA 9. Alors, c'est bien, mais il faut remettre ça dans le contexte. C'était contre Crésus Mokima, qui lui était à 6 victoires pour 11 défaites. Enfin, 10 défaites à ce moment-là, mais maintenant 11 défaites. Donc bon, encore un palmarès qui était ultra négatif. J'ai l'impression que c'est, tu sais, les palmarès négatifs et l'hexagone, tu sais, il y a comme une histoire d'amour quand même. C'est des matchs, franchement, du matchmaking. Le niveau n'est pas extraordinaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, pas, bah, mis à part quelques têtes. ouais, 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 bon, en tout cas, c'est déjà un niveau au-dessus. Je pense qu'il y aura une meilleure opposition quand même que Lucicero. Lucicero. J'espère bien. C'était dur de faire en dessous de toute façon, hein. C'était dur de faire plus dur. Oui, alors effectivement, il y aura sûrement une meilleure opposition. Ça monte petit à petit, c'est bien. Pour le coup, enfin, tu vois. Mais est-ce que se préparer pour le combat qui va suivre, c'est-à-dire Ibra TV qui est jeune, qui est solide, qui s'entraîne avec la team Voirin, tu vois, qui s'entraîne dur, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est le meilleur test de faire un combat contre Martinovski, Orski, ouais. Je sais pas, je sais pas. Écoute, de toute façon, on n'a pas, on saura si c'est un bon test quand on verra le combat d'Ibra. Pour l'instant, on sait rien sur Ibra. Ouais. On sait qu'il s'entraîne dur. On sait qu'il est physique, qu'il est. Voilà, c'est tout ce qu'on sait en fait. Ça, il n'y a pas de doute sur ça, tu vois. Il vient avec la volonté d'eux, il est physique, il est puissant. Mais sur son réel niveau, c'est pas grand-chose. Non, non, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. On sait pas grand-chose. Maintenant, moi j'ai du mal encore à voir l'intérêt euh, de ces combats-là. En fait, du retour de Greg MMA qui se fait son petit kiff et tout ça, mais contre des adversaires de cette trempe-là. Bah, tu viens de le dire, l'intérêt. Il se fait son petit kiff, il remplit une salle complète juste avec son nom. Parce que Ouais, tu mets juste ce combat, il remplit la salle, hein. ouais. Les gens, c'est lui qui viennent voir. Quand il est combattu dans les arènes, là, c'est lui qui a rempli la salle. Donc voilà, l'intérêt, il est là. Ouais, ouais, bah, je vois l'intérêt de l'Hexagone, hein, de toute façon, qui met de la lumière sur l'organisation. Ça, là-dessus, je le vois parfaitement l'intérêt. Mais j'ai quand même du mal. Tu sais, j'ai autant de mal à voir ce retour de Greg MMA que j'ai du mal à voir le retour de Jérôme Le Banner et Bob Sapp pour justement l'événement dans lequel on va parler juste après, dans l'actualité dans laquelle on va parler juste après. C'est assez compliqué pour moi. Je pense qu'il y a un moment, t'as eu ton prime, tu peux revenir faire du MMA, oui. Je sais pas, j'ai du mal. Là, pour le coup, j'ai vraiment du mal. Tu sais que Greg MMA affronte un autre vétéran, tu vois ce que je veux dire, d'une grosse organisation, que les deux se retrouvent avec un véritable enjeu, quitte à perdre. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux gagner, tu peux perdre. Mais quelqu'un qui lui aussi a une carrière dans des grosses structures, dans des grosses orgas, tu vois ce que je veux dire? Je me dis pourquoi pas. Limite, tu sais, le premier adversaire qu'ils avaient sorti, le japonais, là, je sais plus comment il s'appelait. Ouais, mais non, non, ça colle pas. Dejiro Matsui, ça colle pas parce que Dejiro Matsui, c'est pas du tout la même. Ils sont pas du tout sur la même lancée. Greg, on le voit actuellement, il est au top physiquement. Mais Tu vois, justement, il est presque dans son prime là. oui, 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 techniquement et en termes d'expérience, c'est clair. Mais tu vois, et puis physiquement, il est encore là. Mais justement, tu vois ce que je veux dire. Alors quand je dis Matsui, là, c'est pas lui particulièrement, mais lui, tu vois, il avait au moins eu le mérite de combattre au Pride. Tu Ouais, pouvais mais te. déjà au Pride, c'était un faire-valoir. Non, mais déjà au Pride, c'est à faire valoir. Mais on parle de Loshitsero, s'il te plaît. Il a fait valoir quoi, lui, à part Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. à- Mais Matsui serait venu pour la même chose. Daiolo. Il serait venu prendre son chèque. Non, mais d'accord, je veux bien. Mais je mets de côté le nom Matsui. Mais je veux dire, le côté, tu sais, où tu as quand même quelqu'un qui était sur une organisation majeure.
Tu vois, je pense qu'il était possible de trouver des combattants vétérans d'une organisation majeure qui ont fait leur expérience par le passé. Alors, je dis pas de réaffronter, comment il s'appelle, celui, ça y est, j'en Non, crois. non, il y a aucun intérêt, il va le tuer. Tu Voilà, parles, tu parles de qui? Moussassi? de Moussassi, tu vois. Je Mais, parle pas de. non, Moussassi, il est encore au top niveau au Bellator. On est d'accord. Donc c'est pour ça, je parle pas de lui particulièrement parce que je sais que c'est pas faisable et que c'est pas le même niveau. Mais je pense que tu pouvais trouver des intermédiaires. Quand tu sais que, et on l'a déjà dit, et on le redira et on fait de la redite, c'est vrai, mais que Greg MMA fait des sparring avec l'élite des combattants français du moment et qu'en plus il s'en sort très bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il s'en sort très bien. Il prend tous les petits jeunes du moment, il tourne avec eux, il s'en sort très bien. Et là, Ouais. tu lui mets. Bon, après, il leur rend 30 kilos quand même, hein. 30 ou 40 kilos à certains. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais il a de l'expérience, il a de la technique, il s'entraîne avec les meilleurs et tout ça. Et c'est peut-être un des mecs qui a le carnet d'adresses, tu sais, le plus fourni de gens Ah, qui ça, peuvent c'est sûr. technique de la France entière. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, j'ai du mal à voir ça. En fait, c'est complètement antinomique avec le fait de ce qu'il renvoie en fait sur sa chaîne sur Karaté Bushido et ce qu'il fait dans la cage. Non, je Tu suis vois, d'accord. Sur voir ça, ce je suis d'accord. C'est vrai que pour moi, quand tu fais un retour, si tu fais un retour, tu dois faire un retour pour prendre quelque chose et prouver quelque chose. Tu vois le retour de Georges Saint-Pierre, c'était pour une ceinture. oui. Tu vois, tu fais un vrai retour. Maintenant, si c'est pour faire un retour pour juste financier, parce que c'est ça en vrai, juste financier et ton plaisir personnel, et encore, il n'y a aucun plaisir à rouler sur un mec. Je Bah parle non. de son premier combat, hein, parce que celui-là, j'ai pas suivi Martinorski. Je parle de son premier combat. Il n'y a aucun plaisir en vrai, sur le Non, premier combat. il n'y a aucun plaisir. C'est du freak show. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est histoire voilà, c'est de faire combattre un nom, tu vois, ça c'est sûr. Mais je sais pas, je sais pas. C'est effectivement. Alors c'est sûr que 90% des gens qui ont vu le combat, le premier combat, ils se sont dit, waouh, Greg MMA, il est super chaud, il l'a éteint en un coup de poing, hein, c'est génial, c'est fabuleux. Mais en soi, derrière, même lui, tu sais, il essaye de se convaincre. Visiblement, quand tu lui dis que son adversaire a été claqué, tu vois, ça lui plaît pas. Tu vois, il a du mal à l'accepter et à le reconnaître. Mais il faut le reconnaître. Ton adversaire, il était claqué. Point. C'est tout. Tu vois, tu as 1000 fois le niveau pour affronter quelqu'un qui est 1000 fois meilleur que lui. Parce que c'est pas dur. 1000 fois zéro, ça fait zéro. Tu vois. Non, Mais oui, mais c'est ce qu'on disait la dernière fois. oui, Justement, c'est parce qu'on sait, on connaît son niveau, on voit son niveau technique qu'on attend beaucoup plus. qu'il fasse un freak show contre Ibra TV, où là, tu as deux stars de YouTube qui s'affrontent. Ok, ok, pas de souci. Parce qu'Ibra TV, justement, physiquement, il est là, il est jeune, il a des choses à mettre dans la balance. Tu vois. Mais là, il n'y a rien qui est dans la balance. Après, je dis ça, j'espère qu'il va gagner, hein, parce que s'il perd contre Orski, tu vois, là, tout ce que je suis en train de dire, ça tombe à l'eau. Mais et il pourra dire à juste titre, vous voyez, j'ai pas affronté un peintre et tout. Mais je pense qu'il va lui rouler dessus, quand même. Je pense qu'il a toutes les armes pour lui rouler dessus. Je pense aussi. Je pense que de toute façon, le matchmaking est fait pour ça, on va pas se mentir. Ouais, L'objectif, c'est qu'il gagne, Greg. S'il perd le combat contre Ibra, il n'a plus aucune valeur. ouais. Non, puis même au-delà du combat contre Ibra, c'est juste que s'il perd, tu sais, les gens, ils ont plus de difficultés à venir le voir avec autant de ferveur, tu vois. C'est parce que justement, il reste, il a cette image de combattant, tu sais. Fort et invaincu, enfin tu sais qu'il rivalise justement avec le gratin du MMA français, tu vois. Mais quand tu vois que même au sol, il fait jeu égal avec Ralph Gracie, enfin non, je dis Ralph, qu'est-ce que je raconte? Bref, avec merde, comment il s'appelle? Ah, je déteste, j'ai que des problèmes de nom, ça me rend ouf à chaque fois. Ah, le spécialiste de l'omoplata chez les Gracie. Bref, passons. Euh, Ah, je l'ai. Clark. Clark, exactement. Je sais pas pourquoi j'ai dit Ralph. Clark, Ralph, c'est pareil, de toute façon. Donc, Clark Gracie, effectivement. Clark Gracie, il combat contre lui, tu vois, et même Clark Gracie, tu sens qu'il galère. Bon, après, il y a aussi la puissance qui a joué pour lui. Mais tu sais que c'est un monstre de puissance. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris une ceinture noire, qui a combattu au plus haut niveau du jiu-jitsu brésilien mondial contre toutes les stars, et il a réussi
au moins l'annihiler, tu vois. Non, prends pas Martin Orski, tu vois. Non. Je vais pas juger sur ce mec parce que j'ai pas suivi ses combats. Ouais, mais son palmarès, il parle de lui-même, tu vois. Son palmarès, il parle de lui-même. Quand tu restes sur une victoire contre un mec qui est encore plus claqué que toi et avec un palmarès aussi négatif, tu sais, 6-11, tu vois, je dis pas qu'il est sûrement meilleur que plein de gens qu'il va croiser dans la rue, mais ça sera pas normalement le niveau de Greg MMA, à moins qu'il se repète la main ou quelque chose comme ça et qui fait que le combat s'arrête sur une connerie comme ça. Mais techniquement, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Faut le reconnaître. En fait, moi, j'aurais voulu. C'est pour ça que je suis vénère. Je le dis, je suis vénère. J'aurais voulu que Greg MMA reconnaisse que c'est des combats pour le fun, pour le plaisir. Tu vois. Mais il l'a dit. Ah, et pas tant que ça, parce que visiblement, et on le sait de source sûre, quand tu lui dis que son adversaire il est claqué, il te prend entre quatre yeux et il te fait comprendre que t'as pas intérêt à le dire, tu vois. Donc, je parle dans la vie de tous les jours. Ouais, mais ça, c'est l'ego, ça. Mais lui-même le sait. Et en plus, il l'a dit en plus que c'était pour le kiff qui revenait. Ouais, mais bon, quand même. C'est pas honnête, il est pas honnête non plus à dire que le niveau il est très disparate, quoi. Tu sais qu'il y a vraiment un écart de niveau qui est énorme. Tu vois, il est plus à essayer d'encenser ses adversaires, ce qui est normal aussi parce qu'il doit vendre le combat. Mais quand même. Bref, passons. On verra ça le 26 janvier de toute façon. On lui laisse faire sa prépa. Moi, le combat que j'attends, c'est celui contre Ibra TV. C'est le seul qui importe pour moi, tu vois. Et là, bon, c'est juste histoire de faire un combat pour rester un peu dans la cage, mais il aurait pu trouver beaucoup mieux que ça. Avis au matchmaker de l'Hexagone MMA. Vous pouvez lui proposer beaucoup mieux que ça. Creusez-vous les méninges. Sortez le carnet d'adresse. Il y a moyen de faire mieux. On reste sur les retraités de retour. Mais attends, j'y pense, vous faites le même poids. T'es en moins de 93, là. Ouais, mais moi, je suis du jiu-jitsu brésilien, moi. Ah, merde. Mais c'est vrai. Je suis en moins de 93. Mais moi, la différence, c'est que je suis à 88, 89 kilos. Lui, il cut pour être en moins de 93. Donc, on fait pas la Ah, même. Moi, ah, mais je viens habillé, moi, tu vois, pour me peser en moins de 93. Et très bien habillé, tu vois. Il peut faire très froid, je peux avoir beaucoup de couches. Je une viens. bonne doudoune. Bonne doudoune. Ça me rappelle quand je me pesais, tu sais, en kimono avec le kimono et l'autre kimono dans la main. Et que j'étais encore en dessous du poids. Tu vois, j'ai jamais cuté. Donc, donc voilà. Mais oui. Mais oui. Ah, après, si je fais un camp, que je me remets à boxer un petit peu, parce que c'est ça le problème, c'est qu'il faut que je me remette à faire du sparring. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un petit 15 000 balles. Ah, avec un petit 15 000 balles, écoute, je dis pas non, hein, je dis pas non. Il peut même se casser la main sur mon front, il n'y a pas de problème. Donc, je disais, on reste sur les retraités. Jérôme Le Banner et Bob Sapp qui reprennent du service. Et ça aussi, putain, mais quelle tristesse. En fait, j'en ai marre de voir ça. Et j'en ai marre parce que ça veut dire qu'en vrai, tu as la passion du combat. Alors, je pense pour Jérôme Le Banner, c'est vraiment la passion du combat. Pour Bob Sapp, c'est juste le manque d'argent. Et ça, c'est un vrai problème. Ah, Ils mais vont. Bob Sapp, ça a toujours été ça. Non, mais on est d'accord. Non, pas toujours. Pas toujours. Mais ça fait un moment que c'est ça. Ils vont combattre au Cloud MMA 2 le 28 octobre à Ploc. Même le nom de la ville, il fait. Même le nom de la ville, il fait flop. Donc, ils vont combattre à Plock, en Pologne. Je sens qu'il y a beaucoup d'alcooliques dans cette ville. Je ne sais pas pourquoi. Ah non, je retire ce que j'ai dit. S'il y a des Oh Polonais. là là. Oh là Non, là. peur d'ennemis, non, je suis désolé. Mais je suis Oh, le parti. dérapage. Et la dernière fois que je suis parti, on m'a dit que les gens buvaient du liquide de refroidissement parce que ça coûte moins cher que l'alcool. Donc après, en même temps, si les Polonais me disent ça, vous n'allez pas me reprocher que moi, derrière, j'extrapole et que voilà quoi. Enfin, vous avez compris, j'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais. Le va combattre dans les règles du K1. J'ai du K1, du K1. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Parce que souvenons-nous que sur son dernier combat, il s'est fait une grosse blessure au genou sur une amenée au sol. Donc c'est quand même mieux qu'il combatte dans sa discipline de prédilection qui est le K1. Pour rappel, 86 victoires, 22 défaites, 2 matchs nuls et 1 no contest à l'actif de Monsieur Le Banner, qui va combattre contre David Zaleki, qui lui est à 2 victoires, 2 défaites. J'ai regardé En un petit K1, hein. Ok, ouais.
Mais à la base, c'est un mec qui vient du Barnacle, je crois. Il vient du bare knuckle, du street fight. Enfin bon, tu vois, c'est un peu le Masvidal du pauvre. Qui vient, qui combat au Clout MMA. Donc effectivement, j'ai regardé quelques-uns. Enfin non, j'ai pas regardé quelques-uns. Je suis en train de vous mentir. J'ai regardé un bout d'un combat. Ça m'a suffi. Qu'il a fait en cage. C'est très très dur. Il va se faire rouler dessus par le banner. Ah ouais? Bon oui, c'est sûr et certain. Ouais, en K1 en plus, c'est sûr. Mais oui. Le banner, il a beau être vieux, techniquement, il est encore au top. Il s'entraîne encore avec l'élite du MMA français quand il va justement au MMA Factory, parce il s'est beaucoup aussi entraîné au MMA Factory pour son MMA et pour servir de sparring avec des gens comme Ngannou, par exemple, ou des gens comme Cyril Gane, ou des gens comme ça. Il s'entraîne encore avec l'élite mondiale du MMA, avec des mecs super balèzes. Ces dernières sorties se sont soldées que par des victoires parce que en fait Jérôme Le Banner est et restera toujours une légende du K1 et même si effectivement il a plus de 50 ans aujourd'hui puisque c'est parce qu'il a plus de 50 ans qu'il ne peut plus combattre en France et qu'il est bah, obligé, en tout cas en MMA. En MMA, la règle veut que c'est fini pour lui. Non, mais de toute façon, il avait dit que son dernier combat en France, c'était son dernier combat là, qu'il a fait où il s'est blessé. C'était le dernier combat en France. Donc logiquement, on le revoit plus en France. Ouais. Donc il est obligé d'aller jusqu'en Pologne pour combattre. Mais derrière, ça reste quand même un sacré morceau et ça reste un monument du K1 qui garde toutes ses aptitudes, qui a encore un physique que des gamins de 17 ans à 20 ans pourraient lui envier. C'est une machine, c'est un monstre. Donc voilà quoi. Ça m'inquiète pas plus que ça. Ça aurait été en MMA encore une fois mais là, tu prends un mec David Zaleki, qui a pas l'air tout jeune non plus. Enfin, quand tu regardes les photos, beau physique, mais qui a pas l'air tout jeune non plus. 2-2 en K1, bon, normalement, ça devrait pas faire un pli. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Ouais. Bob Sapp, lui, son petit palmarès, il est moins reluisant parce qu'il est à 12 victoires pour 20 défaites. Tu disais tout à l'heure que ces derniers temps, il était là juste pour prendre des chèques. C'est un fait, effectivement. Il sera opposé à Piotr Piekowiak, pardon, qui lui est à 3-0 en MMA. Et il est à 1-0, enfin même je dirais 0-1 en rap, parce que en fait j'ai vu qu'il avait fait un clip de rap où il rappe, ce Piotr. Ah C'est, ouais? ah ouais, c'est une catastrophe. Le rap Tu comprends le polonais? non, mais je comprends ce qu'il a mis dans son clip et c'est ça qui m'inquiète. Il pose devant une Audi A4 dans un champ. Ensuite, tu le vois en train de faire sa journée de combattant où il commence dès le matin à se piquer dans le ventre, se piquer dans les bras, se piquer. Donc, il fait l'apologie de. Bah attends, déjà, pour être clair, le mec, c'est un cube, il fait 1m75 pour 110 kilos. Ouais. Et c'est un vrai cube. Pour le coup, c'est un vrai cube. À tel point que quand il boxe, en fait, il peut pas boxer en ligne parce que ses pecs l'empêchent de boxer en ligne. C'est un vrai problème. Et le mec, tu vois dans son clip, en fait, il montre sa nutrition, il montre ses entraînements et tout ça, mais il montre surtout les grosses picouzes qu'il se fait durant toute la journée. Le mec est chargé comme une mule. Bon, Bob Sapp, on va pas se mentir, il a pas bu que du lait. Voilà, c'est pas comme disait Arnaud Pelletier pour Salade Parnasse. Écoute, Bob Lui, Sapp, il a beaucoup maigri. Je ouais, pense qu'il a arrêté je pense que là, pour le coup, il a vraiment arrêté les produits. J'avais vu une photo de lui il y a quelques temps, justement, avec le banner, où il s'était vu, je sais pas si c'était pas à Tokyo. Et, ouais. il y avait une séance photo avec les deux, et tu voyais que Bob Sapp avait vraiment beaucoup maigri. Donc je pense que lui, il a arrêté. Il est plus dans ça. Alors lui, il est peut-être plus dans ça. Alors lui, comme je disais, il est peut-être au riz et à l'évian, comme disait Arnaud Pelletier pour Saladin Parnasse. Mais en tout cas, Piotr, c'est pas le cas. Piotr, c'est pas le cas. Bon, après, les combats que j'ai vus, ça a l'air d'être un niveau très faible. Tu sais, tu sens le mec, voilà, le rappeur polonais tu sais, de seconde zone qui se met au MMA comme Booba s'était mis à la boxe thaï en classe C ou en classe B, tu sais, à l'époque où tu voyais les vidéos tourner quand on était plus jeune, tu sais, où tu le voyais avec Plastron, Protège Tibia, où il combattait. Tu vois, bon, et encore, Maintenant, je pense que c'est. Alors, dans la ville où c'est là, je pense que c'est quand même une petite célébrité, entre guillemets, le Piotr. Pour qu'on lui ramène Bob Sapp, parce que quand on te ramène Bob Sapp, c'est qu'on veut te faire un nom, tu vois. bien sûr. C'est qu'on veut te donner un nom à prendre. Donc, je pense il doit être connu dans son coin. Ah non, mais ça par contre, c'est une réalité, je pense. Tu vois, c'est vraiment, voilà, la star locale.
Je pense que c'est la star locale et qu'effectivement, il veut mettre ce nom-là sur son palmarès. Donc ça c'est sûr et certain. Mais là, on est vraiment dans le freak show à la mort. Dans le combat spectacle, là, on se retrouve, mais c'est pas les plus grandes heures du freak show. Hein. Là, on est vraiment dans le téléphone de tiroir, quoi. Donc, c'est très, très compliqué. Moi, ça m'attriste, hein, parce qu'effectivement, c'est un billet qui va être touché par Bob Sapp. Je pense qu'ils vont très bien les payer, que ce soit le banner ou que ce soit lui, pour pouvoir faire ce combat-là. Mais encore une fois, j'ai du mal. J'ai du mal. Non, Et mais ça, les freak shows, c'est mort en même temps que le Pride, je crois. Non, en fait, l'intérêt qu'il y avait avant, c'est que les freaks, c'était des mecs dangereux. oui, Tu vois, quand tu prends Bob Sapp, c'était un mec dangereux. Jusqu'au moment où il décide de prendre que des chèques. Mais faut pas oublier que Bob Sapp, il a battu Ernesto Hoost. Il a failli battre Crocop. Non, pas Crocop, Nogueira. Il était très dangereux la première partie de sa carrière, Bob Sapp. Très, mhm. très dangereux. Jusqu'à justement sa blessure contre Crocop où il se fait casser le globe orbital et après il se dit bon, j'arrête les conneries. Donnez-moi mes chèques, je me couche. Ouais. Ah ouais. Non, c'est triste. Hein. Moi, j'aurais toujours le souvenir, tu sais, dans Karate Bushido à l'époque, du moment où Bob Sapp il allait faire son entrée au Pride, où ils avaient partagé. Ils aimaient bien faire ça à l'époque. Ils partageaient, tu sais, ils mettaient une photo de plein pied du combattant. Il l'avait fait aussi avec le banner, où il mettait, tu sais, tout son poids, sa taille, tu vois ce que je veux dire, pour Mhm. montrer les monstres que c'était physiquement, tu vois. Donc, t'avais le tour de biceps, t'avais tout. Enfin, Bah j'exagère. après, au Pride, ils aimaient bien rajouter aussi des centimètres hein, au niveau de la taille et tout. Ils mentaient sur les chiffres. Ouais. Non, mais là, c'était dans Karate Bushido, tu vois. Donc voilà, l'historique de la personne, ancien footballeur américain qui est là pour tout, pour arracher des têtes, tu vois. Il y avait ce truc comme ça, cette mise en avant de ces combattants-là, où tu te disais, en fait, moi j'étais jeune, tu vois, j'étais adolescent et j'étais là avec des yeux comme ça, en train de me dire, waouh, les mecs, c'est des monstres, il va tuer des gens, mais qui peut battre un mec comme ça, tu sais, parce que tu connais pas trop encore à cette époque-là. Et voilà, aujourd'hui j'en ai 37 et je vois qu'il va combattre contre Piotr, et là je me dis, oh, elle est loin le moment, enfin, il est loin le moment où je regardais sa photo dans Karate Bushido, quoi. Donc bon, c'est triste, c'est triste. Moi, ça m'attriste. Bon, c'est dommage en fait de se dire qu'aujourd'hui encore, à cet âge-là, ils sont encore obligés d'aller prendre des chèques pour gagner leur vie correctement. On en revient toujours au même sujet, hein, toujours Honnêtement, je pense que là, c'est vraiment pas une question d'argent. Enfin, c'est une question d'argent pour laquelle il revient, mais c'est pas une question qu'il a été mal payé. Hein. Je pense que Bob Sapp, c'est un mec qui a pris énormément d'argent. C'est une star immense au Japon. Il était sur des boîtes de céréales, il a fait plein d'émissions. Enfin, il est vraiment connu, il a pris beaucoup de sous. Je pense que c'est lui qui a beaucoup déconné, qui a fait un peu n'importe quoi de son argent et qui se retrouve un peu en galère. Mais là, je pense que c'est plus une mauvaise gestion que des mauvais salaires. Ouais, ouais, c'est possible. Ouais. C'est vraiment possible. Le Bon, mec a joué en NFL et tout, donc l'argent, il en a. Hein. Il en a eu, en tout cas, dans sa vie. le banner, c'est différent par contre. Le banner, Le banner, c'est différent. c'est la passion du combat qui fait qu'il continue à combattre encore aujourd'hui. C'est le mec ne veut pas raccrocher les gants. C'est différent. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet. Ouais. On peut passer donc à la question auditeur, qui est Attends, juste un dernier truc, parce que j'ai vu que ça a été confirmé. ouais, Vite fait, 2 combats confirmés. Donc, on a en co-main event de Jones Miocic, on a le combat pour le titre vacant des lourds légers. Je sais pas si tu l'as vu. Ça a été officialisé. Pereira contre Prochaska. Donc, le retour de Prochaska contre Pereira. ok, Donc, Pereira qui enchaîne. Franchement, Pereira, lui, il est bien. Il fait ouais, un combat, il bat Blachowicz, tout de suite, il a la chance, il peut réaliser un truc énorme. Il a eu 2 ceintures du Glory, il pourrait avoir 2 ceintures de l'UFC. Franchement, ouais, ça serait ouf. Ce serait ouf. Dans les 2 mêmes catégories en plus. Et l'autre combat d'officialisé, c'est pour le dernier pay-per-view de l'année, c'est Edwards contre Covington. Officialisé. d'accord. Et justement, comme en fait les pay-per-view et les main events sont déjà pris, j'ai vu tout à l'heure que McGregor ne combattrait pas avant 2024. Que là C'est où ça. c'est qu'il combattra en 2023, il combattra pas avant 2024. Bon, à mon C'est ça. avis, vu comme c'est parti, ça sera en 2124. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Question auditeur. Donc c'est Jérémy Lecouvert qui nous a posé une question sur le verbal tap.
Donc, question pas inintéressante. La question, c'est un cri de douleur est-il considéré comme un tap-out ou seulement les mots tap ou stop? Tu vois. Donc, c'est une bonne question. Donc, déjà, alors, effectivement, je l'ai dit, ça s'appelle un verbal tap. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières d'abandonner un combat quand on est combattant. Bon, bah, soit c'est l'arbitre qui arrête parce qu'on n'est pas en capacité de le faire. Donc c'est l'arbitre qui arrête, par exemple, si on s'endort. Sinon, on peut taper sur nous ou sur le partenaire avec la main. On peut taper avec le pied aussi, si on a les mains qui sont prises dans une clé, par exemple. Et si jamais on n'a pas d'autre choix, effectivement, on peut user de la voix pour justement montrer qu'on n'est plus en capacité de combattre. Et c'est vrai que souvent, le réflexe des combattants, c'est de dire tap, tap, tap. Tu sais, alors stop, stop, stop ou tap, 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 tu vois, mais t'entends vraiment ce truc-là. Et c'est vrai que cette question, elle est légitime. Est-ce que si tu cries de douleur, et c'est intéressant de l'avoir cette question parce que même pour les élèves, quand je leur apprends ça, en fait, ils sont tous surpris. Parce que tu les entends souvent quand ils débutent dans le club, tu sais, crier et tout ça, et je leur dis attention, le jour où vous serez en compétition, si tu cries de cette manière-là, l'arbitre t'arrête L'arbitre. et le combat est fini. Donc oui, le cri de douleur est considéré comme un verbal tap, donc ou un abandon par ta bouche, où tu viens notifier une douleur. Et c'est Big John McCarthy qui avait fait une sortie sur les réseaux sociaux il y a un moment où il avait expliqué ça, où il avait écrit, il avait dit, un cri de douleur doit être considéré comme un verbal tap de la part de l'arbitre, mais ça doit être un cri. J'avais l'habitude de dire tout le temps aux combattants que je vais vous laisser grogner, gémir ou invoquer des dieux à la force stupide avec un et voilà, il fallait que je le fasse comme ça. Parce que je peux pas. C'est avec Gollum. mon précieux. Et donc, j'en étais où? Mais ne criez pas comme si vous veniez de vous transformer en un enfant de 8 ans. C'est bien dit. C'est très bien dit. Donc oui, 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 si tu cries, sachez-le, que quelle que soit votre discipline, que ce soit dans le jiu-jitsu brésilien, le grappling ou le MMA, si vous criez de douleur, c'est considéré comme un abandon. Ouais, ce qui est logique. Ce qui est logique, puisque l'arbitre, il est là pour assurer ta sécurité. À Mm. partir du moment où tu cries de douleur, on peut considérer, surtout sur une clé, en fait, sur une clé articulaire, on peut considérer que Hayet est blessé. C'est ça. En fait, ça fait pas mal une clé jusqu'au moment où tu es blessé, en vrai. À partir du moment où tu commences à crier, en tout cas pas au point de crier. Oui, voilà, parce que ça fait pas mal, ça fait pas mal. Non, On t'apprête pas. pas. Pour la Non, mais fracture. après, on tape aussi parce qu'on sait que ça va casser, on connaît la limite. Oui, Souvent, quand la douleur elle vient et que la douleur elle est forte, c'est qu'il y a un problème. Donc, oui, si t'en viens à crier, c'est que ça y est, quoi. Soit, alors, il y a ceux qui crient de panique, souvent quand le mec part vite, et on le voit chez les débutants. C'est quand un mec ouais. se jette sur un juge, souvent, Ah, top alors qu'il n'y a rien du tout. C'est vrai. Et tu vois les mecs qui sont là, ils font genre, ils sont blessés. Et puis après, tu dis, ça va, ça va, ça. Non, ça va, Ouais, mais ouais, ça va, ça va. ça, ça va, mais j'ai eu peur et j'ai eu une douleur de peur. C'est ça, en fait. Donc, tu le vois beaucoup sur les clés de cheville. Tu sais, les Ouais. débutants, souvent, quand ils se jettent sur la clé de cheville contre un débutant, tout de suite, ils crient, alors qu'il n'y a rien du tout. Mais bon, c'est un réflexe, en fait. C'est plus de la. Voilà, tu te dis, oh, ma cheville, elle va péter, alors qu'il n'y a rien du tout. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le cri vraiment de douleur. Où là, quand tu cries de douleur, quand tu as un confirmé que tu cries de douleur, en général, c'est que tu es blessé. Oui, parce qu'on a de multiples cas qu'on a pu voir, quelles que soient les disciplines, que ce soit justement MMA ou jiu-jitsu brésilien, où des gens ont les bras pétés et ne crient pas. Tu sais, il y a le bras qui est pété, c'est l'arbitre qui arrête parce que effectivement le bras est pété ou la jambe est pétée ou quelque chose comme ça. Et le mec dit limite, mais non, mais j'aurais pu continuer. Façon Jacare contre Roger Gracie quand il met sa main dans la ceinture. Il a le bras pété, il ne crie pas. Il met sa main dans la ceinture et il finit et gagne les championnats du monde contre Roger Gracie avec un bras cassé. Chose qui normalement ne devrait pas être possible. Mais là, l'arbitre n'avait pas arrêté le combat. Donc oui, non, c'est fort possible. Mais j'en ai vu, hein, moi j'en ai vu des mecs qui voulaient pas taper. Championnat du monde de pancration, le mec son bras en Y, et en fait il voulait pas taper. C'est l'arbitre qui l'a. Maintenant, petite question. Euh, voilà, le mec prend une clé de ouf, le bras est retourné. Il décide de pas taper. L'arbitre, il est là pour assurer sa sécurité. Est-ce qu'il doit arrêter le combat ou pas? Tu vois qu'il n'y a plus d'issue. Son bras, il est complètement retourné. Allez, son bras, il est cassé. Il est sur le point de rupture. Non, attends.
Point de rupture ou cassé? En Point de fait, rupture. Il va casser. non, l'arbitre n'arrête pas. En fait, tout dépend du niveau. C'est-à-dire que si tu es en amateur, si tu es en débutant et tout ça, l'arbitre doit protéger le combattant et il va l'arrêter. Tu es professionnel, tu ne tapes pas, et ça, c'est la règle, hein. C'est ton problème. Tu ne tapes pas, c'est ton problème. Par contre, à partir du moment où le bras il est pété, l'arbitre il va t'arrêter. Parce que tu n'es plus en capacité de continuer le combat. En fait, on est plus dans le truc où tu n'es plus c'est pas protéger ta santé dans ce cas-là, c'est plus tu n'es plus en capacité de continuer le combat. Donc là, l'arbitre Ouais. va t'arrêter. Mais si tu décides de pas taper, de te faire péter le bras, mon coco, c'est ton problème. Tu vois. Puisque de toute façon, et ça, c'est l'indication que je donne à tous les athlètes que j'ai entre les mains, c'est tu tiens ta clé. Tant que l'arbitre ne t'a pas arrêté, tu ne lâches pas ta clé. Après, à toi peut-être de ne pas continuer à forcer plus jusqu'à péter, mais de maintenir la clé. Mais le problème qui se passe, c'est que c'est du temps que tu laisses à ton adversaire pour sortir. Tu vois. Et quand tu es professionnel, que c'est ton gagne-pain, que ton adversaire est professionnel et qu'il est formé pour savoir quand est-ce que son bras il est sur le point de péter. Si lui décide, tu vois, je te parle pas d'une clé à la volée, tu sais, où le bras il pète parce que c'est une clé à la volée et que c'était pas de chance, il n'a pas eu le temps de taper. Mais si tu es dans une clé prise, que tu continues ta tension et que ton adversaire, qui lui est professionnel et qui sait ce qui va arriver, ce que ça implique et qui ne tape pas, ah, c'est ton problème. Et s'il joue sur le fait que toi, peut-être mentalement, tu vas craquer, tu vas lâcher et que derrière, lui va pouvoir reprendre une position favorable et peut-être même gagner le combat, et ben, de la même manière, je dis à mon athlète, t'as lâché, c'est ton problème. Ouais, mais ça s'est vu, hein. Ça s'est vu, hein. Il y en a qui osent pas aller jusqu'au bout. Ce qui est normal, parce que tu restes quand même quelqu'un avec une morale, tu vois, et casser le membre de quelqu'un, ça implique des choses, quoi. Tu Mm. vois, est-ce que tu es en capacité, toi, de casser le bras de quelqu'un? Oui, Est-ce que moi, je l'ai déjà fait? Pas les oui. chevilles, oui. Trois fois la cheville droite. Mais tu voulais pas taper, c'est ton problème. J'ai pas eu le temps. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. En tout cas, voilà, le cri est considéré comme le cri de douleur est considéré comme un verbal tap. Donc, Jérémy, tu as ta réponse. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, à poser vos questions semaine après semaine. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Donc c'est souvent des questions très intéressantes et en plus là qui éduquent aussi le public qui pratique avec cette question-là. Donc n'hésitez pas à les poser soit par message privé, soit en commentaire. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je les note, je les envoie à Monsieur Rolly ici présent et puis on les travaille pour le podcast d'après. Bon, eh ben, il reste plus que, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Il reste plus qu'à vous abonner. Ouais. Ouais, les À transitions. liker, partager, commenter. Mettre les 5 étoiles sur Spotify, faire un don sur Tipeee si jamais vous en avez envie, et pour nous accompagner dans l'achat de matériel, pour nous accompagner dans les différents projets qu'on a. Peut-être même un jour, qui sait, pouvoir vivre de ce podcast et pouvoir faire encore plus de contenu, peut-être un contenu quotidien. De toute façon, même si vous faites pas un don, je vous invite à aller voir le petit laïus que j'ai fait sur la plateforme Tipeee sur notre page. Voilà, Rolly m'a dit que j'avais fait preuve d'une belle plume. Machallah. Voilà, je fais. Donc n'hésitez pas. J'ai dit que j'étais même prêt à faire un don, mais dommage, j'étais fauché. C'est vrai, c'est vrai. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ça. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut.